Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tous d'être présents ce soir pour cette quatrième table ronde de notre cycle dédié à la transition énergétique. Donc, je suis Benjamin, voici Sandra. Nous allons co-animer la soirée avec 4 grands acteurs de l'écosystème de l'hydrogène que nous laisserons se présenter un petit peu après cette courte introduction. Alors, pour introduire le sujet, l'hydrogène en 2020, c'est une consommation mondiale qui avoisine les 90 millions de tonnes dans le monde, 10 millions en Europe, 900 000 tonnes en France, notamment dans les industries de raffinage, la désulfurisation du carburant, sa première utilisation, la production d'engrais et la chimie. L'hydrogène, c'est une solution adaptée aux nouveaux usages de mobilité, sans émission ni de CO2, ni de polluants atmosphériques à l'usage. Enfin, c'est un vecteur énergétique, un pont entre les secteurs du gaz et de l'électricité pour poursuivre et atteindre nos objectifs de décarbonisation. Nommé hydrogène par abus de langage, on devrait peut-être plutôt dire dihydrogène. Il peut être associé à une pile à combustible pour produire de l'électricité. Jusqu'à présent, l'hydrogène présent dans nos usages était de l'hydrogène carboné, très largement produit à partir d'énergies fossiles, telles que le charbon, le gaz naturel et via des procédés fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'objectif est de remplacer cet hydrogène, qu'on qualifie de gris, par un hydrogène décarboné, produit notamment par le biais de l'électrolyse de l'eau et via des procédés moins émetteurs de gaz à effet de serre, de l'électricité décarbonée ou renouvelable. On parle alors d'hydrogène bleu ou d'hydrogène vert. Comme nous le verrons donc lors de la table ronde, les pouvoirs publics qui ont pris conscience du potentiel de l'hydrogène ont fixé de grandes ambitions dont on peut se féliciter, tant au niveau européen, on va parler du plan REPowerEU, du plan Fit for 55, des orientations générales qui ont été adoptées par le Conseil européen il y a quelques jours, tant qu'au niveau interne, avec par exemple la stratégie nationale pour l'hydrogène. Toutefois, aujourd'hui, on constate que ça reste au stade de grandes ambitions et de grands objectifs, mais on peut constater quand même un grand retard qui a été pris dans la définition de certaines fondations indispensables de cette chaîne de valeur propre à l'hydrogène. Et pour atteindre ces objectifs, de nombreux enjeux, qu'ils soient à la fois technologiques, juridiques, sont encore devant nous pour bâtir une filière mature. Pour n'en citer que quelques-uns sur lesquels nos intervenants auront l'occasion de revenir durant la table ronde, des enjeux juridiques pour s'accorder notamment sur une définition commune de ce que constitue l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone. On pense notamment au débat sur la taxonomie, les sujets RED 2 / RED 3. Des enjeux de production propres au caractère de vecteur énergétique puisqu'on a besoin d'énergie pour produire l'hydrogène. Des enjeux techniques, par exemple, liés au stockage de l'hydrogène, des enjeux de compétitivité pour rendre l'hydrogène anciennement dit vert plus compétitif que l'hydrogène anciennement dit gris. Et également des enjeux d'infrastructure, puisque à la différence des énergies historiques qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant, la chaîne de valeur de l'hydrogène va dépendre d'infrastructures qui sont à construire encore aujourd'hui. Donc, pour nous parler de ce sujet, nous avons 4 intervenants aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser chacun vous présenter. Donc, bonsoir, Mathieu Giard. Donc, je suis membre du comité exécutif d'Air Liquide. Donc, je suis en charge notamment du métier marchand, c'est la moitié du groupe, et de l'hydrogène. Donc, sachant que nous, on a un business existant dans l'hydrogène, dont j'ai la chance de m'occuper, et puis tout l'avenir qui est face à nous. Philippe Bouclier, je suis président de France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'hydrogène. Très forte dynamique qui correspond à la dynamique du moment sur l'hydrogène en France, en Europe et dans le monde. France Hydrogène, c'est actuellement 420 membres. On était 60 en 2016, 120 en 2019, et donc vous voyez la croissance. Je pourrais en dire plus si vous le souhaitez sur France Hydrogène ultérieurement. Gabriel Delaval, je suis responsable du secteur hydrogène au sein de Crédit Agricole. Donc je pense que c'est pas la peine de présenter Crédit Agricole. Crédit Agricole CIB, donc qui est la filiale qui s'occupe plutôt des grands clients, à la fois des grands clients français et à l'international. Et le secteur hydrogène, pour nous, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un vrai challenge parce que, comme on le verra et comme ça a été dit en introduction, l'hydrogène, c'est plein de choses, c'est plein de secteurs différents. Et c'est assez difficile de coordonner un grand groupe qui est organisé par verticale, souvent sectorielle. L'hydrogène, c'est un vrai challenge pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce secteur il y a déjà 2 ans.
pour être certain qu'une banque comme le Crédit Agricole soit en mesure de répondre aux demandes de nos grands clients quand on parle d'hydrogène. Bonjour à tous, je suis Amir Sharifi. Je suis un transfuge d'Ardian, qui est une société de gestion française qui gère 130 milliards d'actifs. Transfuge parce que j'ai quitté Ardian, en quelque sorte, pour faire sauter le pas de l'hydrogène et rejoindre et cofonder en fait I24, qui est aujourd'hui une société de gestion qui gère le plus grand fonds mondial dédié à l'hydrogène et aux infrastructures de production et de mobilité dédiées à l'hydrogène, qui vise une taille de 1,5 milliard à 2 milliards et dont Air Liquide fait partie des investisseurs fondateurs. Crédit Agricole aussi. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, on va commencer par quelques questions que Benjamin et moi on souhaitait vous poser, et puis après on passera sur une session Q&A où vous pourrez tous poser vos questions. Enfin, effectivement dans la limite du timing, mais voilà, on vous passera la parole juste après. Donc, la première question se tourne plus particulièrement vers vous, Philippe. La Commission européenne, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, a présenté le 18 mai dernier son plan Repower EU, destiné à réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes, en visant l'objectif d'un système énergétique indépendant et résilient. L'hydrogène a toute sa place dans cette stratégie, puisqu'il y a un plan. Le plan prévoit un accélérateur hydrogène visant notamment une augmentation de 14 millions de tonnes de l'utilisation de l'hydrogène renouvelable et d'ammoniac à l'échelle de l'Union d'ici 2030, qui s'ajoute aux 5,6 millions de tonnes du plan Fit for 55. Est-ce que vous pourriez nous présenter et nous préciser quelles sont les mesures phares de ce plan pour l'hydrogène et les mesures phares de l'accélérateur? Et est-ce que selon vous, ces mesures vont assez loin et sont réalisables au regard des investissements massifs qu'ils peuvent représenter? Alors le plan Repower EU, c'est un double objectif. C'est bien sûr essayer de se passer le plus vite possible des fossiles russes, mais c'est aussi, s'inscrire dans la lutte contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc au-delà de ce que je vais dire sur l'hydrogène, il y a aussi un volet économie d'énergie, diversifier les approvisionnements. Donc je le dis parce qu'en général, quand je parle d'hydrogène, on me dit « mais oui, mais ne parlez pas de sobriété ». Donc la sobriété est en base, je dirais. Et alors s'agissant de l'hydrogène, le maître mot, c'est accélérateur. Donc, Sandra l'a dit, jusqu'à présent, la stratégie européenne de l'hydrogène, c'était de produire 10 millions de tonnes à l'horizon 2030, la moitié sur le territoire européen et la moitié aux frontières de l'Europe. Là, il s'agit de doubler ces quantités et de passer à 20 millions de tonnes avec cette même répartition, 10 millions sur le territoire de l'Europe et 10 millions venant soit du Nord, soit du Sud, Afrique du Nord, jusqu'en Égypte, soit, le texte le dit, dès que ce sera possible, de l'Ukraine. Relever les cibles qui étaient dans le Fit for 55, alors par rapport à la décision du Conseil qui a eu lieu le 27 juin, là, je ne sais plus où on en est, parce que la Commission propose de remonter et le Conseil propose de baisser. Donc je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais ce que propose la Commission, c'était la cible Fit for 55, c'était 50% d'hydrogène renouvelable dans l'industrie, il passait à 75%, et dans les transports, c'était 2,6%, passé à 5%. Doubler le nombre de vallées hydrogène. Actuellement, il y a à peu près 23 vallées hydrogène. Donc, vallées, c'est donc des écosystèmes où on développe les usages hydrogène sur un territoire. Doubler ce nombre, donc passer à une cinquantaine. Doubler le fonds pour l'innovation et le porter à 3 milliards d'euros. Des mécanismes de soutien à la production d'hydrogène renouvelable. Oui, au passage, alors effectivement, dans l'hydrogène, on peut se féliciter de ce texte qui fait 25 pages. Il y a 55 occurrences du mot hydrogène. Il n'y a que 3 occurrences du mot nucléaire. Donc ça en dit long aussi sur la façon dont la Commission entend lutter contre le changement climatique. C'est tout renouvelable. Et je vais y revenir après, ça va poser des problèmes.
Toujours au chapitre de l'accélération, donc sortir assez vite ces actes délégués qui ont fait l'objet de consultations récemment. Et puis, concernant l'IPCEI, le projet important d'intérêt européen commun, l'engagement de sortir une décision avant l'été. Alors l'été, ça commence au 21 juin. Bon, ça se termine au mois de septembre. Non, plus sérieusement, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que les projets technologiques, c'est-à-dire les gigafactories d'électrolyseurs ou de piles à combustible ou de réservoirs, ou, enfin disons tous ces composants de la chaîne de valeur, on aurait les fumées blanches d'ici la fin juillet. Pour tes projets, c'est plus confus. La fumée. C'est pas grave, Bruno Le Maire s'est déjà engagé. Bon. Donc en termes de production, donc 10 millions de tonnes sur le territoire de l'Union, 10 millions de tonnes en dehors de l'Union. L'estimation, c'est qu'il faut de l'ordre de 120 gigawatts d'électrolyseurs. Donc le commissaire Breton a réuni les producteurs d'électrolyseurs européens le 5 mai dernier. Il faut savoir qu'actuellement, il se produit en Europe 2,5 gigawatts d'électrolyseurs par an. 2,5 gigawatts. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est 25 gigawatts en 2030. Donc, on a 8 ans avec un point de passage à 17 gigawatts par an. Et si vous passez à 25 gigawatts par an dès 2026, 5 x 25, 125, vous arrivez à peine à ce chiffre de 120 gigawatts qui ne permet que de produire 10 millions de tonnes. Donc, ça ne dit rien sur les 10 millions de tonnes qui sont à produire ailleurs. Pour vous donner un peu la taille des enjeux qui sont devant nous. En matière donc il s'agit également d'importer, et donc la Commission met en avant 3 corridors. Un corridor qui viendrait de la mer du Nord britannique ou norvégienne, et qui, disons, alimenterait le nord-ouest de l'Europe. Un corridor qui viendrait de l'Afrique du Nord, traverserait l'Espagne, traverserait la France et remonterait également dans l'Europe du Nord-Ouest. Et un 3e corridor qui viendrait d'Ukraine dès que c'est possible. Donc il y a également au chapitre importation un mécanisme qui est dérivé d'un mécanisme allemand qui s'appelle H2 Global, c'est-à-dire l'idée d'achat d'hydrogène en commun avec un système de double enchère. Là, on peut y revenir, c'est un peu compliqué. En gros, c'est une offre. Des appels d'offres sur 10 ans pour l'offre d'hydrogène et des appels d'offres sur 1 an pour la demande d'hydrogène, avec un système de double enchère et une société qui assure l'adéquation entre l'offre et la demande et qui, sur base de fonds publics et privés, assure l'écart de coûts entre l'offreur et le demandeur. Et enfin, toujours au chapitre du développement de ce marché de l'hydrogène qui vient, le développement d'infrastructures à la fois de transport, de stockage, et également l'augmentation des capacités des terminaux d'importation d'ammoniac, parce que oui, en fait, dans l'importation de 10 millions de tonnes, il est prévu 6 millions de tonnes d'ammoniac, l'importation de 6 millions de tonnes d'ammoniac. Alors, la question est, est-ce que c'est à la hauteur Oui, c'est un message politique fort. Sur le fond, ça exige de tripler le développement des énergies renouvelables. Donc quand on ne considère, je trouve que c'est pas très responsable de ne considérer que l'électricité renouvelable, dans la mesure où je suis à peu près sûr qu'on n'arrivera pas à tenir ce rythme de triplement de développement des renouvelables, que ce soit dans le solaire, dans l'éolien onshore ou dans l'éolien offshore. Et peut-être pour compléter là-dessus, l'électricité, effectivement, c'est le maillon faible du sujet. Quand on parle d'hydrogène, en fait, on oublie tout ce qui est en amont. Et le renouvelable, c'est très bien, mais comme vous le savez, le renouvelable, ça ne produit pas tout le temps. Et donc, nous, industriels, on a besoin de produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Et donc, quand on fait de la nomination de puissance ou qu'on signe un PPA, on ne peut pas avoir du as produced, il nous faut du as nominated. Et donc, les écarts de prix et puis les rendements font qu'en fait, on demande des quantités absolument faramineuses. Donc, non seulement l'hydrogène a un problème, mais en fait, il faudrait mettre quasiment 70% de tout ce qui va être construit
en renouvelable sur l'hydrogène. Donc c'est un choix énergétique assez fort qui n'a pas forcément été compris dans sa globalité par les politiques. D'autant plus que dans les actes délégués, on met en avant l'additionnalité, qui est justement de faire en plus. Donc on est encore dans l'injonction contradictoire. Quelques chiffres. Pour faire 10 millions de tonnes, il vous faut 550 TWh. 550 TWh, c'est la consommation totale d'électricité en France actuellement. L'offshore, on a 15 gigawatts en offshore. La cible, c'est 60 gigawatts en 2030. Donc 60 moins 15, 45. En 8 ans, il vous faut de l'ordre de 5 gigawatts par an. Sur les 3 dernières années, la moyenne a été de 1,5 par an. Donc il faut faire un x3. Bon, je peux sortir les mêmes chiffres sur le photovoltaïque ou sur l'onshore. C'est également ce facteur 3 qui revient. Mais alors justement, Philippe, je voudrais rebondir parce que vous avez visé les actes délégués. Justement, qui ont été présentés dans le prolongement, qui ont été annoncés dans RED 2 et qui ont été présentés dans le prolongement de la publication de Repower EU. Et ils étaient en consultation jusqu'au 17 juin dernier. Et justement, ces actes délégués précisent dans quelles conditions l'hydrogène viendrait être considéré comme renouvelable et dans quelles conditions il doit être produit pour être considéré justement comme renouvelable et comment les électrolyseurs doivent être approvisionnés en électricité, donc raccordement direct, conclusion d'un corporate PPA, additionnalité, taux de pénétration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur... parce qu'on n'a pas l'impression plus qu'il y a un vrai consensus. On parle de nos amis allemands justement sur le sujet, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un consensus sur ce qui doit être considéré aujourd'hui comme renouvelable et avec ces voies justement d'approvisionnement. Ce qu'on a essayé, nous, Français, de faire valoir, c'est d'étendre cet acte délégué à l'hydrogène bas carbone et à l'électricité bas carbone. On nous a gentiment dit non, c'est pris en application de la directive sur les énergies renouvelables, donc ça reste, on ne considère que le renouvelable. Et donc on s'est dit bon, très bien, donc il faudra dans le gas package, qui est également en cours de consultation et en cours de réflexion, dans le gas package, dans le paquet gaz qui concerne à la fois le gaz naturel et l'hydrogène, introduire et je dirais presque imposer ce concept d'hydrogène bas carbone. Concernant l'acte délégué tel qu'il a été proposé, on aurait voulu faire plus compliqué qu'on n'y serait pas arrivé. Enfin, là aussi, on nous dit qu'il faut aller vite, il faut accélérer, le changement climatique est là. Alors, concernant les décisions sur le projet important d'intérêt européen commun, on nous avait promis fin décembre 2021, on aura partiellement la réponse en juillet 2022. Partiellement, donc on aura pas... Et là, on met les bâtons dans les roues sur les critères, sur l'additionnalité, sur la corrélation temporelle, sur la corrélation spatiale. Donc nous, on a demandé à desserrer les contraintes en termes de critères d'additionnalité, par exemple, de passer de 36 à 48 mois, de façon à au moins pouvoir faire concorder le développement d'un parc renouvelable, éolien ou solaire, et le développement de l'électrolyseur qui est censé utiliser l'électricité renouvelable produite. Les phases de transition, une phase de transition particulièrement courte, 2027, nous on a demandé de l'étendre à 2030, étendre toutes les dérogations possibles, éviter de maintenir, il y a l'idée d'un bonus pour les pays qui ont déjà beaucoup de renouvelables. Donc certains bons esprits. Donc actuellement, le bonus, c'est pour des pays qui ont plus de 90% d'énergie renouvelable. C'est le taux de pénétration, c'est ça, c'est voilà. La notion. Voilà. Et certains bons esprits prévoyaient, suivez mon regard, prévoyaient de descendre à 60%. Donc là, le greenwashing, il est un peu... Donc tout semble fait pour favoriser un certain nombre de pays qui se disent propres et développer le renouvelable et dans le même temps barrer la route à ceux qui sont déjà propres et qui produisent de l'électricité bas carbone telle que l'électricité nucléaire. Merci beaucoup.
On va aller sur des sujets un peu plus techniques et profiter de votre présence aussi, Mathieu Gillard. Il y a plusieurs technologies du coup pour produire de l'hydrogène. Donc on va s'intéresser peut-être plus à des technologies qui permettent d'avoir de l'hydrogène qualifié de propre. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur les différentes méthodes, notamment d'électrolyse, l'électrolyse alcaline, l'électrolyse à membrane échangeuse de protons comment ça fonctionne en fait? Déjà, peut-être pour faire une liaison avec ce que vient de nous dire Philippe, je pense qu'il est important de comprendre dans l'hydrogène, c'est qu'à l'inverse des énergies fossiles, on peut choisir l'endroit où on les produit. Donc on n'est pas obligé de se dire j'extrais en Russie et je fais un pipeline. On met le curseur où on veut entre la production locale et la production qui, elle, est importée. Et ça, le maillon qui nous permet de faire ça, c'est l'électricité. Donc ça, je pense que c'est important à garder en tête quand on parle techno, parce qu'en fait, sinon, on est tout de suite sur un discours quelle est la bonne solution, alors qu'en fait, on a des choix. Donc les choix techniques, ils sont alors assez simples. Donc historiquement, l'hydrogène qui est produit, c'est alors celui gris, mais c'est la dernière fois que je vais employer les couleurs. L'hydrogène, c'est un gaz qui est incolore. Donc ce qui est important, c'est d'aller au-delà des couleurs, parce que comme vient de le dire Philippe, ce qui est important, c'est le contenu carbone de votre hydrogène. Et les couleurs, c'est très restrictif, parce que qu'est-ce que c'est que du bas carbone? Qu'est-ce que c'est que du bleu? Je ne sais pas vous dire, parce que ça dépend du chiffre qui est mis. Et ce chiffre, il faut qu'il soit le même de manière mondiale si on veut pouvoir faire des imports-exports. Donc arrêtons de parler de couleurs et puis soyons un poil plus techniques. Donc si je reviens sur les productions, donc la première mode de production, donc c'est le SMR, un Steam Methane Reforming. On prend du gaz naturel et avec de la vapeur d'eau, on craque cette molécule. Donc c'est du CH4 et puis on met de la vapeur d'eau à haute température. Donc ça fait un côté de l'hydrogène, c'est ce qu'on veut. L'autre problème, c'est qu'on a du carbone. Le carbone, c'est une molécule qui n'aime pas être seule et qui se recombine avec de l'oxygène, et donc ça fait du CO2. Donc ça marche très bien, c'est très compétitif, on fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le problème, c'est que ça émet beaucoup de CO2. Donc l'étape d'après, c'est de dire ce CO2, je peux le capter. Alors c'est l'hydrogène dit bleu, mais qu'on va appeler bas carbone. Donc avec du CCS, on va capturer ce CO2 et puis on va en faire quelque chose. Alors le quelque chose, c'est soit on l'utilise dans le marché. Le problème, c'est que les ordres de grandeur ne parlent pas pour nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on a une unité qui capture ce CO2 à Port-Jérôme, en Normandie. On capture 100 000 tonnes de CO2 par an qu'on vend à Coca-Cola. Il y a une limite aux bulles que vous pouvez boire tous les jours. Et pour vous donner un autre ordre de grandeur, on a été sélectionné par le Fonds d'innovation européen pour un projet à Anvers. On va capturer 16 millions de tonnes de CO2 sur 6 ans. Donc vous voyez, les ordres de grandeur, c'est pas du tout les mêmes. Donc quand on fait du carbon capture, le vrai sujet, c'est de le prendre, le liquéfier, d'aller le transporter, de le mettre dans des puits de pétrole qui sont vides en mer du Nord ou ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qui marche très bien. La troisième, c'est de garder ces assets existants et de remplacer le méthane par du biogaz. Donc pareil, ça marche aussi très bien. Après, on a vite un problème de quantité de biogaz et donc de matière verte disponible. Mais on peut imaginer que ça marche. Et puis après, on est au Graal donc de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, vous vous souvenez de vos cours de chimie, vous prenez de l'électricité, vous le mettez dans l'eau, et puis vous séparez la molécule d'H2O en hydrogène et oxygène, et donc du coup c'est bas carbone. C'est tellement bas carbone, il n'y a pas de carbone. Donc c'est les technologies, pour revenir à la question. Donc il y a la méthode un peu ancienne qui est l'alcalin. Alors nous on dit c'est le tracteur diesel, ça marche très bien, ça tire tout droit, c'est pas très efficace, et puis c'est pas très agile. Donc quand le vent ou le soleil s'arrête, on a des petits effets de temps dans l'électrolyseur. Donc mais encore une fois, ça marche très bien. Le deuxième pari, c'est le PEM, Proton Exchange Membrane. Donc je vais faire très simple, mais il y a une membrane avec des métaux rares. C'est un peu ça le point compliqué, il faut notamment de l'iridium. Par contre, ça a le mérite d'être très compact. Et puis ça réagit très bien aux variations d'électricité en entrée de l'électrolyseur. Donc c'est un des paris. Nous, c'est un des paris qu'on fait. Donc typiquement, on vient d'annoncer une coentreprise avec Siemens Energy dans le cadre des projets européens pour créer un champion franco-allemand dans l'électrolyse. Donc, encore une fois, c'est une très bonne technologie qui est en train de se déployer à l'échelle. Et puis pour vous donner une petite idée de l'accélération, on avait démarré le plus gros électrolyseur PEM au monde en 2016 au Danemark, c'était 1,2 MW. Ensuite, on a fait le Québec l'année dernière, 20 MW. Là, on est en train de construire 35 et on a annoncé 200 pour l'année prochaine. Donc, vous voyez quand même, on a une exponentielle et les coûts sont en train de baisser et les technologies s'améliorent. Et donc après, il y en a d'autres qui arrivent, que vous pouvez voir dans la presse. Donc, il y a l'AEM,
donc qui a le mérite de ne pas avoir de métaux rares, mais donc en termes de R&D, on est un peu plus bas. Il y a des choses comme le solid oxide, ça marche très bien, mais il faut de la vapeur, et la vapeur, c'est de l'énergie. Donc si vous avez de la vapeur fatale, parce que vous avez une centrale nucléaire à côté, ça marche très bien. Si vous devez produire de la vapeur pour faire tourner votre réacteur. Donc voilà, donc il y a plein d'autres options. Donc nous, on essaye d'être agnostique. On fait des choix, notamment sur le PEM, mais on continue à vérifier un peu tout ce qui se passe pour ne pas rater potentiellement le démarrage de demain. Je crois que Philippe veut compléter. Je peux compléter. Tu vas parler également à partir de la biomasse. Donc la production on peut également à partir de la biomasse produire de l'hydrogène par la thermolyse de la biomasse. Donc vous mettez des déchets de bois par exemple dans un réacteur à 600 degrés. Vous avez une soupe faite de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, de méthane et puis d'hydrogène. Et par réaction successive, vous arrivez à produire de l'hydrogène pur. Donc c'est une façon qui peut répondre de façon décentralisée à un certain nombre de besoins. Et puis il y a, alors Mathieu parlait de casser la molécule de méthane avec de la vapeur, mais on peut aussi le casser avec un plasma, donc la plasmalyse, on va appeler ça comme ça. Plasmalyse, soit avec une torche à plasma, soit avec un micro-ondes. Et vous avez d'un côté de l'hydrogène qui sera vertueux pour autant que votre électricité sera vertueuse, donc on n'en sort pas, c'est toujours la même question. Et par ailleurs du carbone qu'on peut utiliser dans les pneus, dans les encres, dans les... ce qui est envisagé maintenant, c'est de l'utiliser dans les matériaux de construction. Saint-Gobain, il travaille, donc le noyer dans des bétons. Et puis également le répandre sur les champs comme moyen de retenir l'humidité dans les champs. Donc vous voyez, il y a plein de matières, il y a plein de choses en développement. Donc encore une fois, c'est des technologies qui sont pour la plupart matures, puis il y en a d'autres qui progressent. Donc on est quand même là, je comprends que vous êtes tous dans l'infrastructure, donc peut-être pour regarder un peu les ordres de grandeur, parce que la vraie question c'est combien ça coûte tout ça. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites. La première, c'est sur le coût, la réduction du coût des électrolyseurs. Donc la réponse à ça, c'est les gigafactories. Et les gigafactories ne vont se faire que s'il y a de la demande. Donc là, on a un petit sujet de casser ce cercle vertueux. Et l'autre sujet, c'est l'accès à l'énergie, avec des grosses hypothèses qui sont faites sur des baisses du coût de renouvelable. Et là, on en revient à ce qu'on a dit avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc dans vos métiers d'infrastructure, commençons par l'énergie. Sachant que sur le coût de production de la molécule par électrolyse, c'est à peu près 60% du coût de la molécule. Donc si on a une énergie compétitive, on saura vous faire un hydrogène compétitif, mais il faut que cette énergie soit abondante et à des prix intéressants. Et l'autre sujet après, et là je vais dévier un peu de la question, mais c'est pas très grave, vous m'en excuserez, c'est une fois qu'on a produit cette molécule, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, je ne vais pas parler des différents modes d'usage, on y reviendra sans doute après, mais il faut quand même la distribuer. Donc là, j'ai encore besoin d'infrastructures. Et là, il y a encore des coûts qui sont encore plus importants. Donc soit je fais des pipelines pour livrer mon client. Un pipeline, c'est grosso modo 1 million du kilomètre, quand tout va bien et qu'on peut le mettre en l'air et pas enterrer, etc. Et puis ensuite, sinon, c'est des usages type mobilité, où là, il faut des stations de service, et puis en amont de la station-service, il faut compresser cet hydrogène, il faut le mettre dans des camions, il faut le distribuer. Et donc on a un vrai sujet d'infrastructure en amont, mais aussi en aval. Et donc toutes ces technologies, elles sont bien, mais il faut qu'on arrive à tout empiler. Alors Air Liquide, on a la chance de faire de l'hydrogène depuis 60 ans et de complètement maîtriser la chaîne de valeur et les différentes briques techno. Mais par contre, il faut qu'on arrive à mettre ça à l'échelle dans les bassins industriels les plus importants pour aller vite. D'accord, merci. Et si... Pour parler du reste de la chaîne de valeur, tout ce qui est relatif au stockage de l'hydrogène, est-ce que vous pourriez nous dire plus sur les enjeux relatifs à justement le stockage sous forme d'ammoniac, par exemple? Donc, encore une fois, si on reprend un peu de recul, l'hydrogène, pourquoi il est intéressant dans le monde énergétique, c'est que les énergies renouvelables, on ne peut pas les stocker. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a trop de vent, tout le monde fait de l'électricité, et puis la demande, elle est escalée. Donc, on peut stocker dans des batteries ou on peut stocker en faisant de l'hydrogène. Donc là, c'est déjà un aspect intéressant. Donc, les stockages, soit on a besoin de grosses masses, donc il y a des cavernes salines. Donc, typiquement, nous, Air Liquide, on opère une caverne comme ça, au Texas, aux États-Unis. On a un pipeline, on est connecté à une réserve et on peut mettre des dizaines et des dizaines de jours de production dans cette caverne saline et ressortir l'hydrogène. Et puis après, il y a des stockages un peu plus simples. On liquéfie l'hydrogène et puis on le met dans des stockages où on le compresse et on le met dans des stockages. Mais là, on est quand même vite sur des quantités où on parle de l'ordre de jours de production.
Et donc après, l'autre sujet, effectivement, c'est de dire cette électricité, j'en fais de l'hydrogène et je la transporte avec un vecteur énergétique. Donc il y a l'hydrogène qui en est un, puis il y a l'ammoniac dont vous avez peut-être entendu parler beaucoup ces derniers mois. L'ammoniac, il a un avantage, c'est qu'en fait, il se liquéfie à moins 34 degrés Celsius. Et il y a des logistiques qui existent déjà. Aujourd'hui, vous pouvez acheter de l'ammoniac aux États-Unis, l'importer en Europe, et ça marche. Et donc, on n'a pas de supply chain à construire, alors que la supply chain hydrogène n'existe pas. Après, le problème de l'ammoniac, c'est qu'il pose tout un tas d'autres problèmes. C'est un gaz toxique. Quand vous le brûlez, il fait des NOx, parce que l'ammoniac, c'est NH3. Donc là, c'est pareil, ça se recombine avec l'oxygène. Donc ça pose tout un tas d'autres problèmes. Et puis, en fait, à l'arrivée, pour faire de l'ammoniac, il faut de l'azote et de l'hydrogène. Donc on pourrait se dire, pourquoi faire de l'hydrogène? Pour le recombiner avec quelque chose, pour le retransporter derrière. Et donc, ça, c'est peut-être un des sujets de fond que je vous engage à regarder. On a besoin d'ingénieurs qui font des calculs, parce que des professeurs tournesol qui vous disent, je vais prendre du carbone, je vais prendre de l'hydrogène, je vais tout recombiner. Tout ça, c'est très bien, mais après, il y a des rendements énergétiques, il y a de la thermodynamie, et quand on empile tout, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc si on prend, je vais m'arrêter là, les fameux SAF de l'aviation, c'est très bien, mais quand on dit on va prendre le carbone dans l'air via du direct air capture, on va le processer, et puis on va faire de l'hydrogène, et puis on va recombiner tout ça, puis on va le transporter. Alors intellectuellement, ça marche, et si vous faites vos calculs, ça marche. Le bilan économique, il est quand même pas très vertueux, et donc il y a des vraies questions à se poser, et c'est là où on pense que l'hydrogène a toute sa place, parce qu'il y a moins de transformation, et qu'on peut l'utiliser en l'état. Mais par contre, il faut changer complètement nos usages et nos supply chains. Un complément sur les ordres de grandeur en matière de stockage d'énergie. On dit la batterie peut faire le job. La batterie, les grands stockages sous forme de batterie, c'est le mégawattheure, c'est 100 mégawattheures, 150 mégawattheures. Si on veut aller au-delà, l'essentiel du stockage de l'électricité actuellement, c'est les barrages, les stations de transfert d'énergie par pompage. En France, les grands barrages, c'est Montésic, Grand Maison, Montésic, c'est 35 gigawattheures. 35 gigawattheures, et donc un facteur 1000 par rapport à la batterie. Et ce qu'on aura à stocker à l'avenir, quand il y aura beaucoup de renouvelables, ce sont des térawattheures, donc encore un facteur 1000. C'est-à-dire que Grand Maison, il va falloir le cycler 30 fois sur l'année pour avoir simplement 1 térawattheure. Donc c'est pour vous donner l'intérêt de l'hydrogène, de transformer donc cette électricité excédentaire, ce que disait Mathieu, quand il y a du soleil ou du vent et qu'on n'a pas la demande en face, on le transforme en hydrogène et on peut le stocker. L'hydrogène, finalement, c'est de l'électricité transformée en gaz. Et donc avec les qualités du gaz, c'est-à-dire la capacité de le stocker. Merci beaucoup à tous les deux. La prochaine question est plutôt dirigée pour vous, Amir. i24 est la plus grande plateforme d'investissement au monde dédiée à l'infrastructure d'hydrogène décarboné. En octobre dernier, i24 a lancé un premier fonds d'infrastructure, le Clean Hydrogen Infra Fund, se positionnant ainsi comme l'un des plus grands acteurs de private equity sur le sujet, avec l'ambition d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur et en agissant comme un catalyseur de l'écosystème. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette plateforme que vous êtes en train de construire avec le soutien de plusieurs grands industriels et acteurs financiers? Et quelle est l'ambition de i24 justement avec cette plateforme? Alors, i24, effectivement, c'est une société de gestion indépendante qui est une joint venture entre d'un côté Ardian et de l'autre 5T Hydrogen. 5T Hydrogen, c'est une société de gestion elle-même qui a été constituée par des anciens d'Air Liquide, Hydrogène Europe, des experts de l'hydrogène. Et donc, en fait, la particularité de i24, c'est que c'est une plateforme d'investissement qui regroupe à la fois des compétences de gestion de fonds, mais aussi des compétences industrielles, et en particulier de personnes qui ont géré l'hydrogène depuis des décennies. Donc, ça en fait un animal assez unique dans le paysage. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a trouvé la compétence pour gérer un fonds d'infrastructure dédié à l'hydrogène. Et comme on l'a entendu des exposés précédents, la question principale aujourd'hui de l'hydrogène, c'est avant tout la construction des infrastructures qui permettront à l'écosystème d'émerger. Mais le sujet, c'est pas de le faire sur des pilotes. Je pense qu'on est passé le stade de faire des pilotes. En fait, l'enjeu maintenant, c'est un passage à l'échelle important. Et donc, quand on parle de passage à l'échelle, ça veut dire que les projets doivent avoir des tailles d'électrolyse qui sont supérieures à 100 MW, alors qu'aujourd'hui, la plupart des projets sont sur des tailles inférieures. Donc, notre enjeu à nous, c'est de sélectionner les projets qui vont avoir ces tailles-là
sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'actifs existants qui ont cette taille-là. Donc notre logique d'investissement et la thèse qu'on a vendue à nos investisseurs, c'est de dire qu'on va accompagner la croissance de cet écosystème, la croissance de ces infrastructures, en prenant un risque de développement qui est inhérent à la stratégie d'investissement. Et ça veut dire qu'on va aller choisir dans le monde les géographies, les acteurs, les entrepreneurs, et créer des partenariats avec les acteurs qui ont la capacité de créer les infrastructures à la bonne échelle. Et donc, pour vous donner un exemple, donc on a fait déjà 3 investissements depuis le début de l'année. Les 2 premiers investissements, c'est pour soutenir des développeurs dans le domaine de la production d'hydrogène vert ou de dérivés d'hydrogène. Et le 3e investissement qu'on a fait, c'était pour soutenir une société qui fait du développement de stations de recharge en Allemagne. Donc avec ce portefeuille, on est un peu déjà dans l'illustration de la stratégie du fonds, qui est en fait de prendre un risque de développement pour permettre à l'écosystème d'émerger avec des infrastructures à l'échelle. L'enjeu pour nous, c'est de le faire avec en bonne intelligence avec des investisseurs qui nous accompagnent depuis le début, qui sont des investisseurs qui sont à la fois industriels et financiers. Donc on a 2 exemples ici. C'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir la parité. Et d'ailleurs le fonds est lui-même à parité entre les investisseurs industriels et des investisseurs financiers. Et donc d'avoir une force de frappe qui fait qu'avec un fonds qui fera quelque chose, j'arrondis un chiffre, de l'ordre de 2 milliards, avec 2 milliards, on peut viser 10 fois plus d'investissement. Parce qu'on va pouvoir inviter nos investisseurs à devenir co-investisseurs à nos côtés. Et c'est un souhait de plusieurs de nos investisseurs, notamment des fonds de pension québécois, japonais, australiens, coréens, etc. Ça les intéresse de pouvoir nous accompagner sur des projets. On va pouvoir lever de la dette, peut-être en partenariat avec CACIB, peut-être avec d'autres, mais on va lever de la dette et on va avoir le bénéfice des subventions. Et donc si on fait la multiplication de notre investissement en capital, on peut avoir un effet multiplicateur de environ 10 fois. Et si on peut investir quelque chose qui fait de l'ordre de 20 milliards, en réalité, on a une capacité de frappe, une force de frappe qui représente aujourd'hui à peu près quelque chose de l'ordre de 10% de la taille du marché des projets annoncés qui sont à un stade relativement mature. Il y a à peu près 500 milliards de projets qui ont été annoncés à l'échelle mondiale, dont à peu près, l'ordre de grandeur, c'est un tiers qui sont à un stade de maturité, c'est-à-dire qui sont proches d'une décision d'investissement. Et donc avec ce 10% de force de frappe, on a la capacité en fait, de faire bouger l'ensemble de l'écosystème, à la fois en accompagnant la production, mais aussi en accompagnant la demande via les infrastructures de recharge et de mobilité qui sont en aval de la chaîne. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être d'un point de vue industriel qui est partenaire de I24, nous ce qui nous intéresse, pour mettre des ordres de grandeur, donc Amir a parlé de milliards et puis après le levier de la dette. Le plan français hydrogène, c'est 7 milliards. Il est assez ambitieux à l'échelle mondiale. Et nous, Air Liquide, on a prévu d'ici 2035 d'investir 8 milliards sur notre propre balance sheet. Donc vous voyez qu'il y a de l'argent quelque part, il y en a, mais après, d'un point de vue industriel, nous, IFRS, les règles comptables sont assez têtues. C'est-à-dire que quand on commence, on est obligé de consolider, et puis le work in progress, on l'a quand même. Donc ça impacte nos capitaux employés, etc. Et donc ce qu'on peut faire avec des partenaires comme I24, c'est de se mettre en porte-à-faux, c'est d'avoir des schémas qui soient un peu plus créatifs et qui nous permettent de déconsolider ou d'aider un projet sans en être l'acteur majeur. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose, c'est, on a parlé des infrastructures, notamment de mobilité. On ne peut pas le faire tout seul. Nous, on ne peut pas aller construire 400 stations en Allemagne. Donc on avait commencé. Là, on a un nouveau tour de table où I24 arrive et est capable de fédérer, de lever de la dette, etc. Donc c'est un super outil en fait dans la palette financière pour des sociétés comme la nôtre. Et Amir, du coup, selon vous, j'imagine qu'il n'est pas trop tôt pour se lancer dans un fonds d'infrastructure hydrogène puisque vous l'avez fait, mais effectivement, certains peuvent encore rester sceptiques sur le vecteur hydrogène en l'apparentant à un effet de mode. Du coup, on aimerait bien avoir votre avis et votre retour sur le sujet. Et vous avez parlé de géographie tout à l'heure et de secteurs dans lesquels les opportunités sont à saisir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces géographies et ces secteurs ? Alors on est convaincu que ce n'est pas du tout un effet de mode. En fait,
enfin moi le constat que j'ai fait, je suis beaucoup moins ancien dans le secteur que les personnes qui sont ici, mais j'ai fait un constat qui est très très simple, c'est qu'aujourd'hui quand on regarde le mix énergétique mondial en termes de demande, qu'on ne regarde pas que l'électricité, mais qu'on regarde le mix énergétique dans son ensemble, c'est 80% qui est de sources fossiles. Et pour remplacer ces énergies fossiles qui sont en pratique des fluides et des gaz, il faut un vecteur qui soit lui aussi capable de remplacer ces usages qui utilisent des fluides et des gaz. L'électricité a beaucoup d'avantages. Il peut être produit de sources décarbonées ou non, mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'endroits dans la chaîne de valeur où il ne peut pas être utilisé. Et c'est le cas ce qu'on appelle les hard-to-abate sectors, dont on a parlé. Donc, par exemple, dans certaines poches de l'industrie, dans l'acier, dans le raffinage, etc. Enfin, l'hydrogène est utilisé parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Et en fait, on peut remplacer cet hydrogène par quelque chose qui est décarboné. Et ce faisant, on crée en fait une industrie, une chaîne de valeur, une infrastructure de grande échelle qui elle, va permettre une fois qu'elle aura atteint sa taille critique, d'avoir un coût de production et un coût d'usage qui sera parfaitement compétitif. Et en fait, l'écart n'est pas si grand que ça. En fait. Si on compare où on était il y a 15-20 ans dans les renouvelables par rapport au nucléaire, on était sur un facteur de 10 à 50, selon les chiffres qu'on regarde. Aujourd'hui, entre l'hydrogène qu'on appelle gris ou l'hydrogène qu'on appelle vert, l'écart il est plutôt de l'ordre de 2-3 fois. Et en fait, on voit que la marche à passer n'est pas si grande que ça si on met les moyens. Donc c'est avant tout une question de moyens. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il y a en fait des pouvoirs publics qui ont fait des grandes annonces, qui ont fait des grands plans. Il y a 38 pays qui ont fait des grands plans hydrogène avec des montants annoncés. Il y a des industriels très visionnaires, mais aussi business-minded qui ont des projets qui sont annoncés, donc les 500 milliards dont j'ai parlé. Mais la réalité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut cette troisième force, qui est la force des investisseurs institutionnels, qui mettent aussi leur skin in the game, qui jouent aussi le jeu de cet écosystème qui est à créer. Et c'est la raison d'être d'I24, en fait, c'est de permettre en fait, à l'ensemble des acteurs de se catalyser autour de ce projet. Donc voilà, ça c'est la question sur l'effet de mode ou pas. Et donc la meilleure preuve, c'est que moi-même, qui avais une position extrêmement confortable dans un fonds d'investissement, responsable de la transition énergétique, etc., je pouvais très tranquillement continuer à faire des investissements dans les énergies renouvelables, etc. Et très simplement, en fait, j'ai compris que le seul moyen d'avoir un impact sur l'économie décarbonée à long terme, c'est-à-dire d'avoir une économie qui puisse être décarbonée à long terme, c'est par l'hydrogène. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, si on veut atteindre les objectifs net carbone zéro, c'est un Covid par an qu'il nous faudrait. Donc certains disent, faisons de la décroissance, un Covid par an, donc vous voyez ce que ça veut dire en termes de mode de vie, c'est pas très agréable. On ne pourrait pas se réunir ici, on arrêterait de voyager, ce serait quand même autre chose. Et donc en réalité, je pense que si on veut maintenir un certain confort de vie et une certaine dynamique de croissance et de progrès et de partage, il faut chercher des solutions qui soient à la fois en compatibilité avec la croissance, mais aussi avec donc une production et une consommation d'énergie qui soient décarbonées. Et donc l'hydrogène semble, si ce n'est la seule alternative, en tout cas la plus sérieuse aujourd'hui. Alors Gabriel, tout d'abord, je suis navrée, Philippe. Gabriel m'avait fait signe avant et ensuite Philippe. Vous souhaitiez réagir ? Non, juste sur l'effet de mode, je ne sais pas du tout s'il y a encore des sceptiques dans la salle, mais on peut parler de la mobilité, on peut parler des nouveaux usages de l'hydrogène qui sont nécessaires, mais ne serait-ce que les usages actuels de l'hydrogène, donc des engrais, du raffinage, demain l'acier qui va devenir très vite un usage de l'hydrogène, en fait c'est des choses qui sont absolument nécessaires au développement de nos États, de nos industries, dont on ne peut pas se passer et dont la décarbonation passe forcément par de l'hydrogène décarboné. Donc avant même de parler de nouveaux usages dans la mobilité, etc., on a un chantier considérable à décarboner l'hydrogène existant et décarboner l'acier. Et ça, en fait, l'hydrogène n'est pas une option parmi d'autres, c'est de l'hydrogène décarboné qu'il faut. Je ne veux pas jeter la pierre à Air Liquide, mais l'industrie de l'hydrogène aujourd'hui émet plus de gaz à effet de serre que l'Allemagne. Alors c'est en grande partie par des gens qui produisent de l'hydrogène à partir de charbon. Mais ça vous donne une idée de l'enjeu de l'hydrogène, en fait. L'enjeu de l'hydrogène à très court terme, c'est ça. Et puis comme ça a aussi un avantage et des cartes à jouer, disons, dans d'autres secteurs, eh ben, il faut les jouer aussi.
Mais si on veut être extrêmement réducteur et regarder juste de simples 3 secteurs industriels, le raffinage, l'acier et les engrais, on a déjà tous de quoi s'occuper pour les 15 prochaines années. Philippe, vous vouliez Je voulais réagir? simplement donner des ordres de grandeur pour montrer la falaise qu'on a devant nous. On a actuellement de l'ordre de 400 véhicules à hydrogène qui tournent en France. L'objectif qu'on se fixe, c'est 450 000 à l'horizon, véhicules utilitaires légers, et également quelques bus et quelques camions, à l'horizon 2030. Donc 450 000. On a à peine 5 mégawatts d'électrolyse spécifiquement dédiés à la production d'hydrogène. On vise entre 6 500 et 10 000 mégawatts à l'horizon 2030. Et les usines pour faire les électrolyseurs ne sont pas encore construites. Donc il faut d'abord faire les usines pour faire les électrolyseurs et ensuite les produire l'hydrogène. On parlait donc des secteurs difficiles à abattre, enfin, je sais pas, la traduction française. Enfin, donc les secteurs où l'électricité ne pourra pas nous aider, c'est donc la sidérurgie. Il se produit entre 11 et 12 millions de tonnes d'acier en France. Si on se passe du coke et on passe à l'hydrogène, c'est de l'ordre de 600 000 tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone qu'il faut produire chaque année, sachant qu'actuellement, l'ensemble de la production d'hydrogène en France, c'est 420 000 tonnes. Donc ça vous donne aussi Et ça ne sera, donc 600 000 tonnes, ce n'est que l'acier. À côté de ça, il y a de l'ammoniac, il y a les secteurs qu'on a évoqués précédemment. Si je peux rebondir en fait sur les chiffres que vous venez de citer, Philippe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'on est sur un changement d'échelle qui est absolument colossal. Mais en réalité, au-delà du changement d'échelle au niveau des chiffres, on est sur un changement de paradigme. Et c'est la raison pour laquelle en fait l'hydrogène peut exister, parce que si on s'appuyait uniquement sur des economics classiques, on parlait de thermodynamique juste avant, en réalité, on n'aurait aucun intérêt à passer à une économie d'hydrogène parce que la rentabilité et le rendement ne sont pas forcément exactement ce qu'on attendrait si on se passait dans une logique sans tenir compte du carbone. Donc en fait, l'enjeu, ce serait quasiment de regarder cette rentabilité à l'aune de l'impact environnemental des projets qu'on va développer. Aujourd'hui, on n'a pas encore un TRI CO2 adjusted. Donc on ne sait pas encore faire ça. Mais la réalité, c'est que si on devait le faire, il n'y aurait pas de question. En fait, on investirait systématiquement sur des solutions décarbonées dont l'hydrogène aurait un avantage immédiat. Et donc, en fait, en attendant, on a les régulations, les subventions, etc., des interdictions aussi potentiellement qui pourraient arriver, qui vont nous entraîner dans cette dimension-là. Et on peut aussi avoir en fait, des consommateurs, des clients qui acceptent de payer plus parce que en fait, c'est plus vertueux d'un point de vue environnemental. On parlait des Sustainable Aviation Fuels. C'est vrai que ça ne marche pas sur le plan thermodynamique, mais ce n'est pas exclu qu'aujourd'hui, des compagnies aériennes ou des aéroports disent en fait, quand même, on va souhaiter quand même en mettre une partie dans nos avions, etc., ou l'imposer, parce que finalement, ça nous aide à avoir des clients dans nos aéroports, parce que sinon, les gens vont arrêter de prendre l'avion littéralement. Donc, en fait, c'est le changement de paradigme qui est intéressant, et donc c'est une nouvelle économie. Et c'est probablement aujourd'hui la décennie de l'hydrogène qu'on est en train de vivre, puisque c'est en fait un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Et ce que je pense être intéressant pour vous qui êtes autour de la table aujourd'hui, c'est que si vous avez des velléités de vous intéresser à ces questions-là et de vous y impliquer, en réalité, vous avez un champ qui est énorme en fait, d'investigation, que ce soit en particulier dans la sphère de l'infrastructure. Et donc, je ne peux que vous encourager à vous y plonger davantage. Et peut-être pour compléter, parce que je suis complètement d'accord avec le changement de paradigme. Aujourd'hui, nous, Air Liquide, on a 4 millions de clients dans le monde. Donc on parle, les gaz industriels sont partout. Donc on a la chance de parler à tout le monde. Le sujet, aujourd'hui, je pense que tout le monde est prêt à changer. Le problème, c'est qu'en fait, on a vécu dans un monde facile. L'énergie, c'était du gaz ou du pétrole. Ça se stockait, ça se transportait rapidement. C'était pas cher, les prix étaient à peu près mondiaux. Et on n'a jamais payé pour le carbone. Donc maintenant, quand on internalise le prix du carbone, l'équation est complètement différente. Et donc on doit remettre à niveau les prix qu'on a en tête. Et donc si on prend l'hydrogène de manière très bête, l'hydrogène gris, le fameux, c'est 2 € le kilo. L'hydrogène bleu, c'est 4 € le kilo, parce qu'il faut capturer ce carbone et puis il faut aller le mettre quelque part. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte en Europe entre 100 et 150 € la tonne, qui va être rapidement dépassé par le prix de l'ETS. Et puis après, il y aura l'hydrogène vert qui, lui, n'aura pas de taxe. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'industriels qui sont prêts à s'engager, mais il y a le petit delta économique qu'ils n'ont pas encore complètement soit intégré, parce qu'ils ont lu dans la presse que l'hydrogène, ça allait coûter 1 $ ou 1 € le kilo,
on n'en est pas encore là malheureusement, où les régulations dont on parle, en fait, le carbone n'est pas assez cher, tout simplement. En fait, on ne paye pas pour le mal qu'on fait à la planète. Et donc, quand tout ça va s'intégrer, et ça va prendre 5, 10 ans, 15 ans, l'effet de bascule, il va être absolument énorme. Et je pense que s'il y avait encore des sceptiques dans la salle, attendez 5-10 ans et vous allez voir qu'il va y avoir la montagne dont parle Philippe, on va la gravir parce qu'on n'aura pas le choix. Et c'est une question de survie pour un certain nombre d'industriels. Dans le groupe Arcelor, par exemple, ils sont en train chacun de développer des solutions, mais le site qui n'aura pas réussi à décarboner sa production, il est mort. Il est mort. Parce que vous commencez à avoir des constructeurs automobiles qui demandent à avoir de l'acier qui a été fait sans émission de carbone. Et donc, c'est absolument fondamental. Donc, entre les sites d'Espagne, de Dunkerque, Fos, Gand ou Hambourg, c'est la compétition de façon à décarboner la production d'acier. Merci beaucoup. On va parler du coût de financement aujourd'hui parce que c'est la clé, c'est la clé de cette transition. Avec une question pour Gabriel. Aujourd'hui, du coup, on parle d'hydrogène dans le domaine des transports, dans l'industrie, mais l'hydrogène fait face à un boom comme on a pu avoir comme on parlait tout à l'heure et comme on a pu avoir dans l'éolien il y a quelques années. Quels sont les projets hydrogène qui sont aujourd'hui actuellement suffisamment avancés pour rentrer en phase de financement? Et qu'est-ce qui diffère justement des financements historiquement utilisés dans d'autres filières ENR telles que l'éolien? Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, aucun projet d'hydrogène n'est bancable. Pour les raisons qui ont été évoquées, c'est pas rentable, c'est pas compétitif par rapport à la molécule que ça va remplacer. Donc, à quelques exceptions près, un projet d'hydrogène qui sortirait de terre aujourd'hui ne serait pas bancable. Il lui manque quelque chose, et il lui manque d'absorber cette fameuse prime verte, c'est-à-dire la prime, ce dont on parlait, qui va venir compenser l'effet CO2, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout structurel, ces problématiques. On a parlé un petit peu de baisse des coûts d'équipement et des technologies. On a aussi la montée en puissance des marchés du carbone qui vont, à un moment donné, on espère le plus tôt possible, équilibrer les courbes et donc répondre à l'équilibre économique entre mon investissement et les revenus futurs que je vais générer. Aujourd'hui, on n'est pas là. Et donc, qui est censé absorber cette prime verte? Globalement, tout le monde se tourne vers les puissances publiques, à la fois, alors en Europe, c'est l'Europe ou les États ou les régions. Donc, c'est des principes de subvention. Le problème qu'on a, nous, en tant que banque, acteurs sur la dette, c'est que la subvention qui est censée absorber la prime verte, en fait, absorbe à peu près tout. Et donc, les industriels, et ils ont bien raison, sont très gourmands sur les subventions et se financent, en fait, quasiment entièrement à coup de subvention. Mais, très bien, mais c'est vrai que c'est un peu agaçant pour une banque. On préférait que la subvention soit là uniquement pour égaliser l'équation économique et qu'ensuite on ait un financement plus classique qui prenne le relais. Mais ceci étant, c'est une logique qu'on a sur tous les financements ou les projets qu'on conseille. Et pour reprendre des ordres de grandeur, aujourd'hui chez CACIB, on conseille pour plus de 10 milliards de projets d'investissement dans des projets d'hydrogène et des fameux de tous les dérivés de l'hydrogène. Tous ont besoin d'une composante, à un moment ou à un autre, d'une composante soit publique, soit une volonté d'un client d'acheter quelque chose plus cher. Donc on n'est pas dans la dynamique de marché classique qu'on pourrait avoir. On finance un projet parce qu'il est compétitif et parce qu'on pense qu'il a sa place dans un marché. On n'est pas encore à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez équilibré l'équation économique, soit avec un client, soit avec la puissance publique, là, tous les projets, globalement, sont bancables. Alors, ce n'est pas forcément facile pour une banque, ça demande de sortir beaucoup de sa zone de confort. Pour reprendre le thème de la question sur le parallèle avec les ENR, pour moi, c'est plutôt un mauvais parallèle, et je vais peut-être y venir. En fait, chaque financement, chaque projet va être plutôt lié à des usages très précis, et donc on va avoir besoin d'un financement très précis. Donc parler de financement de projet d'hydrogène et de vouloir lui coller une étiquette,
Il n'y a à peu près aucune caractéristique commune entre un très gros électrolyseur construit par Air Liquide qui va servir des bassins pétrochimiques en Normandie et une station de recharge à Auxerre qui va servir quelques bus. Ces 2 projets d'hydrogène, ils ne vont pas du tout se financer de la même manière. Donc en fait, à chaque usage, vous allez avoir une typologie de financement qui va être très différente. Alors nous, en tant que banque, aujourd'hui, quels sont les usages dans lesquels on est plus confortable ? On prend la partie facile de l'équation. On est assez confortable pour financer des usages existants, c'est-à-dire aller décarboner des industries, globalement, où il y a un marché de l'hydrogène existant. Donc c'est soit en remplacement d'hydrogène carboné, soit donc l'industrie de l'ammoniac, qui est très en vogue aujourd'hui, soit aller déplacer du charbon métallurgique dans des sidérurgies. Là, on est dans des systèmes où, en fait, le marché est assez captif, c'est un marché industriel, il existe, la demande, du coup, existe, et donc, on peut se permettre de financer la production parce qu'on a le débouché qui est déjà identifié. Donc ça, c'est globalement les gros projets qui fonctionnent aujourd'hui et qui avancent le plus rapidement dans le monde des financements. C'est les projets où, globalement, la production d'hydrogène et son usage sont soit dans le même projet, et on finance les deux, soit intimement liés. Le monde de la production d'hydrogène décarboné complètement merchant, disons, c'est pas encore quelque chose, on n'a pas encore trouvé la manière de financer ce genre de projet. Et inversement, des nouveaux usages de l'hydrogène sans la méthode de production, donc typiquement une flotte de véhicules à hydrogène, etc. C'est pas non plus des choses sur lesquelles on a trouvé des outils satisfaisants. On travaille dessus en tant que banque, il y a des choses qui sont faisables, mais aujourd'hui le sweet spot, si vous voulez, c'est cette combinaison entre la production et les usages. Et c'est quelque chose que n'avait pas à résoudre, pour finir sur la question des ENR. La problématique des ENR, il y a 20 ans, c'était assez simple. Ils produisaient un électron trop cher, mais globalement avec un marché potentiellement illimité. Une fois qu'on était connecté au grid, les projets ENR avaient la priorité, et le seul problématique qu'ils avaient, le volume était là, et la seule problématique, c'était de niveler le prix. Le problème de l'hydrogène aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas ce marché quasi infini qui existe. Donc tous les projets d'hydrogène sont obligés de se construire en parallèle de la demande. Et c'est ça la complexité, et c'est là du coup le parallèle avec les ENR s'arrête en fait assez vite. C'est qu'un projet d'hydrogène, de production d'hydrogène tout seul, en fait, n'a pas vraiment d'intérêt. Et la dernière chose que je voulais dire, puisque alors on parle beaucoup d'infrastructure et donc de plutôt une approche projet, il y a quelque chose qui est très important et où en fait la banque travaille beaucoup. Alors c'est pas forcément CACIB, mais ce sont d'autres entités du groupe. C'est en fait de structurer la filière, non pas les projets, mais c'est de structurer les gens qui vont produire des électrolyseurs, les gens qui vont produire des piles à combustible, tous les composants qui vont être nécessaires au projet d'hydrogène. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Alors, on n'est pas du tout dans le monde de l'infrastructure, on est dans le monde de l'industrie. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel la banque travaille beaucoup, à la fois des startups et des filiales de grands groupes. Et globalement, aujourd'hui, c'est ce qui avance le plus vite. En fait, c'est plutôt d'aller aider ces industriels à investir, à développer leur activité. Et en fait, c'est la majorité des dossiers qu'on voit passer, c'est plutôt dans ce monde-là. Et quand on tombe dans le monde des projets, on tombe plutôt dans les gros projets industriels, encore une fois, avec une demande et une production qui sont intimement liées. Et du coup, pour compléter ce que dit Gabriel, parce que c'est exactement ce qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, il y a un espèce d'écart qui est en train de se créer entre le supply et demand qui est juste pharaonique. En fait, c'est assez facile intellectuellement de développer un projet. Je vais chercher de l'énergie, je trouve un terrain, je prends mes licences, je construis mon usine. Bon, je ne vais pas dire que tout le monde sait faire, mais il y a beaucoup de gens qui savent faire. Le problème, c'est de l'aligner avec la demande. Et là, on se retrouve en face de gros clients industriels, des BASF, des Arcelor, etc. Et eux, quand ils engagent un investissement sur 20 ans, 30 ans, parce qu'on a besoin, encore une fois, d'hydrogène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut pas arrêter en fourneau, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on voit cet écart. Et nous, donc aujourd'hui, des acteurs comme Air Liquide, on est au milieu parce que c'est notre métier. Et effectivement, après, on n'a pas de mal spécialement à se faire financer quand le projet il
il est bancable, bah oui, c'est tout de suite intéressant pour tout le monde. Le vrai enjeu, c'est celui qu'on a évoqué avant, et c'est ce qu'essaye de faire Crédit Agricole, mais aussi I24. Hein. C'est un écosystème. Quand il faut aligner des molécules, des stations de remplissage, des véhicules, des utilisateurs qui sont prêts à payer un peu plus cher, soit parce qu'ils y croient, soit parce qu'il y a les incentives, soit parce que la régulation les pousse. Et là, c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, il y a plus de risques, et l'équation, elle est un peu plus difficile à balancer. Merci beaucoup. Philippe, je vais me retourner vers vous. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur deux sujets qui ont déjà été évoqués. Le premier sujet, c'est justement le sujet infrastructure, dont on parlait en introduction et dont Amir et tous les intervenants ont beaucoup discuté. Nous comprenons que pour atteindre nos objectifs, même si la France ambitionne d'être un leader de l'hydrogène et de développer une filière de l'électrolyse de pointe, nous aurons certainement besoin aussi de faire appel à de l'importation. Or, comme vous disiez tout à l'heure, les infrastructures et notamment les corridors sont à construire et représentent des enjeux importants, alors que certaines incompatibilités en fait, relatives à l'activité justement d'Hydrogen Network Operator pourraient freiner peut-être des investisseurs. Je fais notamment référence au 4e paquet gaz dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement sur cette construction en fait du régime juridique des infrastructures et notamment en lien avec ce 4e paquet qui est en discussion? J'ai perdu le fil. En fait, donc, on parlait de marché, le marché est à construire et à l'instar de ce qui s'est fait sur l'électricité ou sur le gaz, il va falloir une infrastructure sous-jacente. Donc les opérateurs de réseau y travaillent. Vous pouvez trouver ça sur Internet, il y a la dorsale européenne de l'hydrogène, la European Hydrogen Backbone, qui a d'ailleurs été réévaluée récemment pour tenir compte justement des objectifs augmentés, des exigences augmentées du plan REPowerEU. Et on parle donc il s'agirait de convertir, puisqu'on va aller vers la décroissance des quantités de gaz, il va y avoir des canalisations qui vont se libérer et donc qui pourraient être réutilisées pour transporter de l'hydrogène, mais ça ne suffira pas, il faudra construire des canalisations supplémentaires et notamment voir comment ces corridors, et notamment le corridor dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un corridor qui vient pas celui qui nous concerne le plus, qui vient d'Afrique du Nord, traverse l'Espagne et remonte vers l'Europe du Nord, et donc comment ce corridor pourra être construit. Alors ces réflexions sont engagées dans le cadre du paquet gaz. Nous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La position de l'association, c'est de dire ne régulons pas trop vite. Enfin, le marché est à construire. On est vraiment aux prémices. Regardez ce qui a été fait dans le cadre du gaz naturel ou de l'électricité. On a d'abord construit le marché et puis ensuite on a fait ces opérations d'unbundling, de séparation comptable entre le commercialisateur et le gestionnaire d'infrastructure. Il y a certaines sociétés de renom, je pense à Air Liquide, qui ont déjà leur réseau, donc il faut également traiter ce sujet. Donc ne régulons pas trop vite, développons le marché et puis le moment venu, il sera toujours temps de mettre en place les règles qui ont été mises en place pour le gaz naturel. Ce que font pour l'instant les opérateurs de réseau comme GRTgaz ou Teréga, mais d'autres l'ont fait en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des open season ou des consultations du marché. Et ça rencontre plutôt c'est bien compris. Et on a l'expression, il y a un certain nombre de clients qui se disent prêts, alors après il y a des conditions, et qui se disent prêts à prendre de l'hydrogène si des réseaux existaient. Et en particulier, actuellement, il y a un projet mené par GRTgaz
entre Valenciennes et Mons, donc un projet transfrontalier, où là aussi une consultation est en cours. Donc en fait, je ne vais pas dire c'est du porte-à-porte pour savoir s'ils sont prêts à prendre de l'hydrogène, mais c'est constituer un écosystème entre ces deux villes du Hainaut. Je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux infrastructures, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures gazières, parce que naturellement on pense à l'hydrogène comme un gaz. Ce qui est assez intéressant, et c'est ce qu'on a observé parce qu'on a à côté Ardian eu des infrastructures de transport et de stockage de pétrole, c'est que les infrastructures de pétrole ont des caractéristiques qui sont extrêmement compatibles avec le transport d'hydrogène. Et d'ailleurs, Air Liquide, historiquement, a converti des pipelines de pétrole en pipelines hydrogène. Parce qu'en fait, il suffit juste de les mettre à l'azote et ensuite, les aciers qui sont utilisés pour le pétrole sont généralement des aciers qui sont assez peu alliés. Et donc, c'est des caractéristiques qui font que les coûts de CAPEX pour les convertir sont assez limités par rapport à des CAPEX pour le gaz. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, on a eu toute une réflexion autour de l'infrastructure gaz, mais l'infrastructure pétrole, comme elle est connectée aux stations-service, puisqu'elle sert aujourd'hui les voitures, elles ont une connectivité qui est assez naturelle par rapport à la question de la mobilité. Et on a aussi des stockages en cavité saline qui sont assez conséquents, notamment dans la zone fosse à Manosque, qui sont également connectés à des industries, mais également à la mobilité. Et donc, on a juste pour donner un chiffre, côté Géocel, par exemple, on a 9 millions de mètres cubes de stockage de pétrole disponible à proximité. Donc, c'est le deuxième stockage européen. Donc, c'est intéressant aussi d'intégrer ça dans la réflexion, de dire qu'en fait, il y a tout un nombre d'infrastructures qui existent. Et en fait, un des enjeux de la transition énergétique, ça va être d'utiliser au maximum ces infrastructures existantes pour réduire le coût de la transition, justement. Et peut-être pour compléter, parce que moi, il y a deux sujets qui me paraissent importants. Le premier, c'est est-ce qu'on est pour ou contre les réseaux d'hydrogène? Je pense que la question, elle n'est pas là, c'est par quoi on commence. Donc Gabriel l'a dit, on a besoin d'avoir des usages locaux et d'avoir des systèmes intégrés qui marchent. Donc on peut s'amuser à mettre des dizaines de milliards d'euros sur la table pour créer un backbone européen. C'est un porte-à-faux énorme et on n'aura pas construit les usages et les gigafactories, etc. Donc il y a un vrai sujet, là, en tant que citoyen français qui paye ses taxes. Comment on utilise cet argent public? Et je pense, ou on pense chez Air Liquide, que le mettre sur les cas d'usage, le mettre sur la production, ça a beaucoup plus de sens. Il sera toujours temps après de construire les réseaux de pipeline une fois qu'ils seront faits. Et si je veux être un petit peu poil à gratter, si on veut aller vite, et donc on a mentionné un Covid par an, le GIEC nous donne 3 ans, il faut qu'on aille vite. Aujourd'hui, le moyen le plus rapide pour réduire le CO2, c'est de le capter, et donc c'est le CCS. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de CO2 pour capter le CO2 et l'amener à des terminaux. Et ça pose une vraie question publique, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une cimenterie ou une aciérie qui n'est pas près de la mer, je ne sais pas comment elle va exister dans 10 ou 15 ans. Et il y a une vraie question, à mon avis, à avoir en termes d'infrastructure sur tout ce qui est, donc en bon anglais, landlocked. Et les Allemands, typiquement, en sont les premiers, ils sont en première ligne. Ces industries-là, soit elles se décarbonent et l'hydrogène en fait partie, soit sur leur process existant, il va falloir qu'ils enlèvent ce carbone. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet d'infrastructure dont personne ne veut parler, parce qu'effectivement, c'est pas très politiquement correct de dire on va prendre ce carbone, on va l'enlever, puis on va construire une infrastructure pour l'enlever. Mais par contre, si vous regardez les chiffres de l'IEA, etc., c'est ce qui permet d'aller le plus vite et c'est ce qui permet d'être le plus près des scénarios du GIEC. Donc c'est un peu poil à gratter vu le débat de ce soir, mais je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on devra se pencher dans les années à venir. J'ai une réponse sur les cimenteries qui sont loin de la mer. Il y a par exemple Vicat, le cimentier Vicat, qui donc à Montalieu, c'est à côté de Grenoble, du côté de Grenoble, va sur sa cimenterie installer un électrolyseur de puissance, 330 MW. Alors c'est pas maintenant, c'est vers 2026-27. C'est fait avec EDF, enfin avec la filiale hydrogène d'EDF Dynamics. Et donc un électrolyseur, ça produit de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène va être injecté dans le four de cimenterie, ce qui veut dire que les fumées auront moins de ce balourd d'azote. Donc les fumées seront plus concentrées en gaz carbonique. Ce gaz carbonique va être capté et il sera recomposé avec l'hydrogène qui sort également de l'électrolyseur pour faire soit un méthane de synthèse, soit ce qui est prévu, c'est du méthanol
C'est 200 000 tonnes de méthanol. Alors, tu as tout à fait raison, Philippe, mais le problème, c'est que la taxonomie européenne, ce carbone-là, il ne va pas être éligible. Donc, ça marche bien, sauf que, en vrai, ça ne va pas être financé par le Crédit Agricole. Et le méthanol qui sera utilisé de l'autre côté, quand il va être utilisé, il va relâcher 50%. Donc, il n'est pas éligible. Donc, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, dans le cadre européen, c'est pas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. On voudrait ne pas développer l'hydrogène, qu'on ne ferait pas différemment au niveau européen, tout en posant des objectifs élevés. Merci pour ces informations. Vous nous parliez tout à l'heure des IPCEI, des projets importants d'intérêt européen commun, qui visent à constituer une véritable rampe de lancement pour la filière hydrogène. En France, du coup, il y a 15 projets qui ont été notifiés récemment, dont 2 qui sont portés par Air Liquide. On pense à Air Liquide Normandie, c'est 200 MWh d'électrolyseurs à Saint-Jean-de-Folleville. Mégawatts, Oui, pardon. Philippe, attention, c'est mégawatts. Philippe est sensible sur la bonne utilisation. Et Air Liquide Dunkerque, 400 MW d'électrolyseurs d'ici 2027 pour alimenter la production d'acier ArcelorMittal. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces projets et comment Air Liquide s'inscrit justement dans la chaîne de valeur là-dedans ? Je vais vous parler de Normandie parce que je pense que c'est l'illustration parfaite de ce qu'on a dit ce soir. Donc, Normandie, c'est Port-Jérôme, le bassin industriel que vous connaissez. Dans ce bassin, il y a Yara qui fait de l'ammoniac, il y a Borealis qui est un chimiste, il y a Esso, il y a Total qui ont des raffineries. Et puis il y a Air Liquide. Et donc depuis des années, Air Liquide, on produit de l'hydrogène à base de gaz naturel dans cette zone pour alimenter notamment Esso. Et donc on a un pipeline qui connecte notre usine à celle d'Esso. Et puis il y a quelques années, on voyait quand même le coup venir. On a repris un pipeline qui connecte tout le reste du bassin, notamment Total. Et donc on a travaillé avec Total. Et donc là, on a repris l'usine de production d'hydrogène de Total. Donc c'est très intéressant parce que déjà ça nous permet d'avoir 2 usines sur le même pipe, donc c'est plus fiable, il y a un meilleur rendement, etc. Et en fait, nous, Air Liquide, on prend le carbone, le CO2 de Total sur notre balance sheet. Donc on réduit leur scope 1 et ça vient chez nous. Alors vous me direz, pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement idiot. Et en fait, Air Liquide, on a une solution technologique propriétaire de captage du CO2. Donc on l'a déjà démarré en 2016 à Port-Jérôme, donc c'est les 100 000 tonnes dont je vous parlais par an, où on capture déjà en fait du CO2, et donc on fait déjà cet hydrogène bleu là dont on parlait avant, en fait on en fait depuis 5-6 ans. Et donc là ce qu'on voit, c'est que sur le même pipeline, on va être capable de produire de l'hydrogène gris, de l'hydrogène bleu et de l'hydrogène vert. Et en fonction du plan de décarbonation des clients de la zone, donc les Yara, Total, Esso, Borealis, etc., on va être capable de les accompagner dans leur conversion et de leur donner un carbone à un prix différent, un hydrogène à des prix différents. Et donc on revient à ce qu'on a dit avant. Et ben, certains sont prêts à payer plus cher aujourd'hui, typiquement les raffineurs, parce que la régulation les pousse déjà. Donc le fameux RED II dont on parlait avant les pousse à mettre plus d'hydrogène dans leur fuel. Donc eux, ils sont déjà prêts à s'engager. Et donc on voit qu'on est capable d'assurer cette transition. Et puis petit à petit, on va arrêter notre hydrogène à base de méthane, et puis on va faire de plus en plus de bleu, et puis de plus en plus de vert. Donc on a annoncé 200 mégawatts. Alors après, on revient au sujet qu'on a annoncé avant. C'est compliqué. Donc on a créé une co-entreprise avec Siemens pour faire une gigafactory qui va faire les électrolyseurs pour Port-Jérôme. On est en négociation pour avoir des PPA, parce que 200 mégawatts, en fait, il faut des gros PPA, parce qu'encore une fois, ça fluctue. Donc c'est pas... On n'a pas de nucléaire juste à côté où ça tire tout droit, donc on est obligé de négocier des PPA et c'est vite compliqué. Et puis enfin, pour que tout ça marche, on fait du CCS. Donc on a signé un accord avec tous les acteurs de la zone. Et donc là, on parle de 6 millions de tonnes de CO2 à capturer par an, à liquéfier, mettre sur des bateaux. Donc on a créé une co-entreprise avec une société qui s'appelle Sogestran pour faire des bateaux pour les amener en mer du Nord. Et là, on travaille avec les Equinor, Shell, Total de ce monde pour injecter dans des puits. Donc on en revient un peu, c'est le projet école, c'est des clients qui sont prêts à payer, c'est des industriels qui s'engagent, c'est tout un écosystème qu'on met en musique, mais par contre c'est compliqué, et puis il y a plein d'étapes à passer, réglementaires, financement, modèle d'affaires, etc., etc. Mais c'est très représentatif de ce qu'il faut faire, et c'est un bassin français. Donc là on va faire, peut-être pour compléter, un peu plus d'hydrogène pour faire de la mobilité
dans la région du Havre et puis sur l'axe Seine. Et là, on voit qu'on boucle un peu la boucle et qu'on fait un petit peu tout ce qu'on a discuté jusqu'avant. Et puis si on arrive à faire ça au Havre, et puis à Dunkerque, et puis à Fos, là, il sera temps de penser au pipeline pour connecter tout ça. Et donc c'est là où on a besoin de perspective, d'ambition, de clarté sur les régulations qui sont en face de nous, et qu'on ait le petit coup de pouce pour nous aider à financer le premier, parce qu'effectivement, l'électrolyseur qu'on va mettre, il est un peu plus cher. Et puis, il est plus cher aujourd'hui, et puis les coûts opératoires, ils seront plus élevés aujourd'hui qu'ils seront dans 20 ou 30 ans. Donc on fait un pari, mais on a besoin un petit peu d'aide des financiers, des pouvoirs publics, etc. Donc un très beau projet. Merci. Merci beaucoup. Ça fait une parfaite transition sur ma prochaine question pour Gabriel. J'entendais notamment dans une conférence dédiée à l'hydrogène en début d'année que l'enjeu essentiel, c'est le coût. Donc ce qui revient grosso modo à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et justement, Mathieu, vous disiez qu'on a besoin de soutien public, notamment, et de coups de pouce public pour... justement compenser le différentiel de coût justement entre l'hydrogène décarboné et l'hydrogène carboné. On a un certain nombre de mécanismes qui ont été pré-notifiés et notifiés auprès de la Commission. On a la première vague d'IPCEI dont on vient de parler. On a également le Fonds pour l'innovation. Au niveau national, on a également les appels à projets ADEME. Pour vous, quels sont les soutiens publics les plus efficaces et qui permettraient en fait ce passage à l'échelle afin de réduire les coûts et de favoriser la massification de l'offre et de la demande? Et autre question qui se tournera vers vous tous, est-ce que vous identifiez d'autres leviers de compétitivité justement? Alors, je vais peut-être répondre juste en termes de bancabilité de chacun des mécanismes. Et en fait, il en manque un, parce que là, on parle beaucoup de la carotte, c'est-à-dire d'aller aider un industriel à passer le pas. Mais il y a aussi le bâton, qui est de lui dire je vais t'obliger à produire 50% d'hydrogène décarboné à horizon 2030. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur ce schéma-là. Il peut être intéressant. Chaque schéma aura son intérêt, ses intérêts et ses inconvénients. Là, ça peut marcher si on arrive à créer 2 marchés, un peu comme ce que tu disais, Mathieu, c'est-à-dire un marché de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène décarboné qui aura son propre équilibre offre-demande avec son propre prix, et puis un marché de l'hydrogène carboné qui aura lui aussi sa propre équilibre, et peut-être le delta entre les deux, si tout va bien, devrait être nivelé par une taxe carbone ou quelque chose comme ça. Là, on est dans le monde disons, conceptuel, mais le concept de mandat aussi, d'obliger des industriels, alors soit des acheteurs, soit des producteurs, d'avoir un certain pourcentage de leur production qui soit décarbonée, ça peut aussi être un levier extrêmement fort qui est à la main des pouvoirs publics. Alors maintenant, dans les mécanismes, disons plutôt subventions qui sont proposés, bon, il y a 2 grandes familles, il y a les subventions au CAPEX et il y a les subventions aux OPEX. Je pense que chaque projet, il faut regarder d'où vient le gap de compétitivité. Si c'est une problématique des CAPEX, globalement, une subvention au CAPEX sera plus appropriée. Si c'est un problème d'OPEX trop grand, dans ce cas-là, on sera plus dans une subvention aux OPEX. Nous, en tant que banquiers, en fait, on n'aime aucune des 2 solutions. La subvention au CAPEX, je le disais en introduction, globalement nous efface et fait que les industriels n'ont plus besoin de nous. Et la subvention aux OPEX ou aux revenus, je pense que les banques qui ont été actifs, qui ont financé le solaire en France au cours des 20 dernières années, doivent avoir quelques souvenirs. Donc un mécanisme de soutien public qui est censé s'étaler sur trop longtemps, je pense, c'est toujours bien, mais on regardera avec un peu plus de méfiance qu'avant. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire en termes de bancabilité. Donc tous les mécanismes en fait sont intéressants, plutôt pour les industriels. Il faut aider à équilibrer l'équation économique. Je pense que chaque schéma va trouver encore une fois son utilité en fonction du marché dans lequel il s'inscrit. Il y a les CFD dont j'ai pas parlé. Qui est probablement quelque chose aussi qui peut être très intéressant, mais encore une fois, c'est un peu comme les subventions aux OPEX. Il
faut regarder dans quelle durée et s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre sous perfusion assistée des actifs de production. Enfin, il y a des effets négatifs à terme. C'est très beau sur le papier, mais il y a des effets pervers, indirects dont il faut se méfier. Donc voilà un peu, nous en tant que banque, encore une fois qu'on a équilibré l'équation économique d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière de l'équilibrer, en fait, on sera heureux d'intervenir. Et ensuite, chaque solution aura ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup. Sachant que justement, vous parliez des CFD, mais on a effectivement l'inscription d'un principe du mécanisme de soutien dans notre réglementation nationale. Enfin, je pense aux dispositions du Code de l'énergie qui prévoit un mécanisme de soutien. Mais on attend toujours justement les textes réglementaires sur le sujet. Philippe, notamment, vous voulez peut-être réagir? Non, pas spécialement. Très bien. Pas de scoop. Pas de Par scoop. contre, pour quand même rebondir, sinon c'est un peu sec, mais parce que Gabriel a tout à fait raison, mais il y a un mécanisme qui marche bien aujourd'hui en Europe, c'est celui de la Hollande, où il y a un mix en fait d'aide sur le capex. Encore une fois, on est industriel, on s'engage, on construit une usine sur 30 ans, on a un pari sur le coût technologique dans 30 ans, mais on n'y est pas. Et puis après, il y a le CFD, et en fait, on peut lier ça au coût du carbone. Et donc le CFD, il s'efface le jour où l'État a un meilleur compte, où le bâton devient plus gros que la carotte, en fait, pour reprendre ton exemple. Et ça marche plutôt bien et c'est très vertueux. Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui en Hollande. Je pense qu'il y a pas mal d'États, notamment la France, qui devraient s'en inspirer parce que ça permet, c'est très vertueux. Je pense que pour les financeurs, c'est beaucoup plus clair parce que le marché de l'ETS, il est ce qu'il est, on sait. Et nous, quand on parle à nos clients, bah oui, on a un ratio économique qui est très clair pour tout le monde. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus des modèles un peu intelligents. Bon, à la limite de tout ça, c'est qu'on pense de manière très européenne et que malheureusement ou heureusement, le monde est plus vaste que ça. Et aujourd'hui, quand on voit, nous, nos clients, la compétition, bah, c'est l'Asie ou les États-Unis. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis, ils sont partis de loin, mais ils sont très pragmatiques. Donc ils mettent des crédits de taxes sur le carbone capturé et pas celui qui n'est pas émis. Et donc, ils jouent sur le spread entre le gaz naturel et le coût de carbone du CCS, et ça va être très compétitif. Et puis, il y a l'Asie, notamment les Chinois, qui en fait se disent, nous, on ne se préoccupe pas de la couleur de l'hydrogène, on développe les cas d'usage. Donc, ils sont en train de développer des filières de véhicules, d'électrolyse, etc. Et puis, quand ils seront prêts, boum, ils vont basculer. Donc, il faut qu'on fasse quand même aussi attention. Donc, CBAM, c'est très bien, mais on revient aux effets pervers qu'il y a de temps en temps. Encore une fois, heureusement ou malheureusement, notre terrain de jeu, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est le monde. Donc il faut un peu regarder tout ça. Merci Mathieu. On va revenir au sujet de mobilité. Depuis le lancement, alors pour une question pour vous, Amir, depuis le lancement du fonds en octobre, i24 a investi dans 3 opérateurs de projets, se situant ainsi à différents niveaux de la chaîne de valeur de l'hydrogène, conformément à l'ambition du fonds d'investir dans des applications upstream et downstream. Parmi ces investissements, 2 en upstream avec l'opérateur de projet Hydrogen qui va opérer 6 projets de production d'hydrogène décarboné, dont 2 en France et principalement destinés à la production de e-carburant pour les applications industrielles, maritimes, l'aviation et la mobilité lourde. Et parmi les investissements upstream, on compte celui dans Enagaz Renovables, la filiale d'Enagaz, l'une des plus grandes plateformes européennes de conversion des énergies renouvelables en gaz. En downstream, vous avez récemment investi dans le plus grand réseau de stations hydrogène d'Europe, opéré par H2 Mobility de Germany, qui a pour ambition d'élargir le réseau actuel et déployer les stations de grande capacité destinées à la mobilité lourde. Pourtant, aujourd'hui, on constate que les véhicules peinent à arriver, ça ne fonctionne pas. Quels sont les blocages selon vous ? Alors l'idée, c'est effectivement d'investir dans cette chaîne de valeur de la mobilité et des infrastructures de recharge, parce que justement, c'est un moyen de débloquer des pans entiers de demande et de donner un signal aussi aux constructeurs de véhicules que en fait, la question de l'infrastructure va être réglée. D'ailleurs, à titre personnel, si vous voulez acheter un véhicule électrique, vous allez probablement pas le faire si vous n'avez pas une solution de recharge à proximité de chez vous. Donc je pense que c'est un peu pareil à l'échelle des véhicules hydrogène. La question pour une infrastructure de recharge, c'est qu'il faut qu'elle ait une certaine rentabilité qui n'est pas évidente à avoir si on n'a pas de véhicules qui se promènent sur le réseau assez naturellement. Donc la question, et l'enjeu pour cette infrastructure, c'est de se dire qu'elle va devenir critique.
Et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi, parce qu'en fait, on a analysé le marché un peu à l'échelle mondiale, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de géographie dans le monde où il y avait une telle volonté politique et stratégique d'avoir une infrastructure de recharge à l'échelle. Et il se trouve qu'en Allemagne, il y a une infrastructure de recharge qui a déjà 90 stations et qui vise à en avoir plus de 300 d'ici 2030. Donc on a une infrastructure qui a un potentiel de devenir une infrastructure critique qui est assez considérable. Mais comment est-ce qu'on fait pour se rendre confortable à investir en quelque chose qui va avoir une courbe en J assez forte si on n'a pas les véhicules tout de suite? C'est par le fait qu'il y aura une phase de transition. À court terme, en fait, on voit qu'il y a des municipalités dans différentes régions allemandes qui souhaitent en fait décarboner leur mobilité et donc qui vont mettre à disposition des bus, des camions poubelles, etc. Utilisant zéro émission, utilisant de l'hydrogène. Et donc c'est assez intéressant pour nous parce que là des contrats peuvent être signés, on peut avoir des engagements et donc on peut avoir une visibilité sur un remboursement en fait des cash flows qui vont être déployés pour ces infrastructures-là. Et une fois que on a fait un certain nombre de ces investissements, on a un maillage suffisant pour pouvoir donner une vision d'une sorte d'axe transversal qui pourrait être intéressant pour de la mobilité lourde sur des logiques de trafic. Après, le truc, c'est qu'une logique de trafic, ça ne marche pas à l'échelle que d'un pays, ça marche à l'échelle transeuropéenne ou transnationale. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas qu'un seul H2 Mobility en Allemagne, mais qu'il y en ait un peu partout en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, on revient à la question du rôle du régulateur. Le régulateur peut nous aider parce qu'il peut imposer d'avoir en fait un certain maillage sur des corridors de trafic de camions qui sont extrêmement émetteurs de CO2, d'avoir une certaine densité de stations de recharge qui permettrait en fait de donner une visibilité à des constructeurs de véhicules, de se dire en fait si je construis des véhicules hydrogène, notamment des camions, je vais avoir en fait un corridor qui va de recharge et je vais pouvoir imaginer, et ça c'est intéressant pour toute la chaîne de valeur, je vais pouvoir imaginer des chaînes d'approvisionnement qui vont être complètes. Et donc c'est un peu le pari qu'on a fait. Donc c'est un pari qui est assez risqué. Et d'ailleurs on a une poche pour les projets assez risqués dans notre fonds. Mais on pense que c'est ce qu'il faut faire si on veut développer des projets de mobilité à l'échelle européenne. Et on va d'ailleurs essayer de répliquer ce modèle dans d'autres géographies dans le monde. En Asie, il y a des modèles aussi où il y a déjà de la régulation, où ça peut être intéressant de se positionner. Également en Californie, il y a des modèles. Donc voilà, on va sélectionner des endroits et des segments de la chaîne de valeur où on voit qu'on peut débloquer la question de l'usage par des stations de recharge. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant peut-être de passer à une session de questions-réponses. Si vous voulez interagir, poser des questions aux intervenants. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, super intéressant. Moi j'ai quelques questions, je ne vais pas tout monopoliser, mais j'en ai deux notamment qui sont liées. Est-ce que vous pouvez donner quelques grands ordres de grandeur, comme vous le donnez depuis tout à l'heure, sur les usages? En fait, j'ai du mal à me rendre compte les usages entre la partie dont on parlait industrielle, la partie mobilité, la partie stockage, les 10 millions de tonnes par an, ce que ça représente. Et l'autre question qui est liée, c'est contrairement par exemple au solaire, qui peut être fait de manière assez décentralisée, en petite taille. J'ai l'impression qu'ici, en fait, on est directement, même quand les projets sont décentralisés, on est sur des ordres de grandeur qui sont bien plus importants. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place encore pour, par exemple, des petits fonds d'investissement qui pourraient investir dans des petits projets, ou est-ce que, et là je me tourne plutôt vers Amir, est-ce que maintenant c'est la taille critique est trop importante pour ça? Merci beaucoup. À quelques ordres de grandeur. Si vous faites de l'ammoniac, il vous faut 175 kg d'hydrogène pour faire une tonne d'ammoniac. Enfin, c'est le rapport 3/17, NH3. Si vous faites de l'acier, il vous faut 53 kg d'hydrogène pour faire une tonne d'acier. Si vous avez un véhicule à hydrogène, c'est 1 kg 100 km. Alors, ça dépend de la façon dont vous conduisez. Ça peut être un peu moins, mais ça descend pas en dessous de 0,8. Si c'est un camion, c'est plutôt 10 kg 100 km. Voilà quelques ordres de grandeur. Je ne sais pas si ça répond à... Peut-être, je pense, si je comprends la question, et je vais citer les chiffres de l'Hydrogen Council, mais de tête, donc si c'est faux, vous me direz rien, mais les ordres de grandeur doivent être bons. Donc, on dit 2050, 20% du mix énergétique mondial, c'est l'hydrogène.
Donc ça, c'est le chiffre, c'est ce que Amir avait en tête tout à l'heure quand il disait qu'en fait, les usages vont être très différents. Et là-dedans, il y a à peu près la moitié qui va être liée au transport. Et là, quand on dit transport, c'est donc pas la mobilité légère, parce que je pense pas que ça va beaucoup prendre. Donc c'est les camionnettes, c'est les camions, les bus, les trains, et puis la grosse question des avions. Et après, sur l'autre partie, il y a l'industrie qui prend à peu près les 2/3. Et en fait, la partie power, elle est très faible, parce qu'en fait, l'hydrogène, ça reste un vecteur énergétique qui est cher. Et donc de mettre donc tout ce qui est blending, par exemple, ceux qui disent on va mettre un peu d'hydrogène mélangé avec du gaz naturel, en fait, vous avez l'équivalent d'un gaz naturel, mais beaucoup plus cher. Donc la partie power, en fait, elle est pas, c'est pas la plus grosse. Donc ça va être vraiment sur des usages industriels qui sont difficiles à électrifier. Je pense par exemple au four de verre. Ils vont électrifier jusqu'à 700 degrés, mais il faut aller à 1200, 1300 degrés, et ça, l'électricité ne peut pas y aller, donc on va substituer le gaz naturel par l'hydrogène. Donc ça, c'est cette partie. Donc voilà, donc une grosse moitié de transport, et le reste, beaucoup d'industrie et un peu de puissance. Alors après, le stockage, c'est un peu plus difficile à dire, parce qu'en fait, le stockage, il va se remonter en amont des chaînes de valeur sur base des usages finaux. Donc il faut déjà répondre à la question combien, où, et puis où c'est produit. Et puis donc là, aujourd'hui, moi, je pense que personne n'a de très bons chiffres. Si je me trompe sur le stockage. Aussi, le chiffre de l'hydrogène concile, c'est 10% de l'hydrogène produit qui servirait à reproduire de l'électricité. Donc en fait, effectivement, c'est rien comparé au reste des usages. C'est complètement écrasé. Et à horizon 2030, peut-être, pareil, en fait, une grosse partie des objectifs ira servir l'industrie. C'est-à-dire que le pari, c'est de dire que la mobilité va se développer d'ici 2030, mais en fait, cette fameuse moitié dont parle Mathieu, c'est vraiment quelque chose qui va accélérer en 2040 entre 2030 et 2040 et 2040 et 2050. Et donc pour répondre à la question sur les tailles, puis du coup je te laisserai compléter Philippe, c'est en fait on en revient à notre projet de Normandie, c'est-à-dire qu'un usage industriel, si on le surconstruit un peu pour avoir quelques tonnes d'hydrogène par jour pour faire de la mobilité, c'est ça qui nous amène à 2030-35, et puis là il y aura un tipping point où il y aura assez d'usages pour justifier de la production pour la mobilité. Mais aujourd'hui, et ça c'est un petit défaut qu'on peut avoir en France, c'est qu'en fait un électrolyseur, c'est de l'industrie, plus c'est gros, plus le coût marginal il est faible. Et donc un petit électrolyseur, ce qu'on a en tête, on a mentionné Auxerre tout à l'heure, je crois que c'est 2 mégawatts. En fait, c'est juste pas compétitif. Donc si on débranche les subventions, en fait, ça s'écroule. Et donc c'est là, on en revient à ces sujets. Bah oui, en fait, personne ne voudra les subventionner ou les financer. Et donc les bonnes tailles qu'il faut avoir en ordre de grandeur, bah oui, c'est 100, 200 mégawatts et plus, parce que là, on aura de la taille critique, Et pour compléter, l'enjeu aujourd'hui des industriels de l'hydrogène et des acteurs de l'écosystème de l'hydrogène, c'est de faire baisser des coûts le plus rapidement possible. Et au-delà même de développer les usages, etc., il y a vraiment un enjeu de faire baisser les coûts. Et comment on fait baisser les coûts ? Malheureusement, ce n'est pas en multipliant des petits électrolyseurs partout, c'est en développant des ports Géro. Et c'est en développant énormément. C'est ça qui va faire baisser le coût de l'électrolyseur et qui, du coup, va permettre, dans 5, 10, 15 ans, de produire un hydrogène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif. Et là, les usages deviennent complètement démultipliés. On n'a plus besoin de puissance publique. L'utilisation de l'hydrogène devient compétitive et du coup naturelle. Mais donc, pour adresser ces enjeux à court terme de baisse des coûts, c'est normal qu'on se focalise tous sur les gros projets, en fait. Sachant qu'on parle beaucoup électrolyseur, on parle beaucoup matériel, mais les 80% ou 75% du coût de l'hydrogène, c'est l'électricité. Donc il faudra surveiller l'évolution du coût des renouvelables et l'évolution du coût de l'électricité nucléaire, par exemple. Donc pour poursuivre sur les ordres de grandeur, Mathieu parlait à 2050. Il y a un certain nombre d'études, de projections qui sont faites. Alors tu parlais de 20%, ça c'est dans certaines projections, dans d'autres c'est par exemple l'IRENA, l'Agence internationale pour les renouvelables, parle de 12%. Et elle estime que 12%, ça ferait 600 millions de tonnes d'hydrogène nécessaires. Actuellement c'est 90 millions, donc passer à 600 millions. Et ce chiffre-là, il est médian pour l'Hydrogen Council. McKinsey avait fait une projection en 2018, il trouvait 700 millions.
Bloomberg parle de 800 millions, l'AIE parle de 500 millions, donc 600 millions est raisonnable. Et ils disent on va pas tout faire avec de l'électrolyse, on va faire les 2 tiers avec de l'électrolyse et 1 tiers on va continuer à produire des fossiles, du gaz naturel et faire ce que Mathieu évoquait tout à l'heure, le captage du CO2 et la séquestration du CO2. 400 millions de tonnes, on va espérer que les rendements des électrolyseurs s'améliorent. Il faut 50 kg, actuellement il faut 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène. Là, on va admettre que c'est 50, donc vous faites 50 fois 400, vous trouvez 20 000 TWh. 20 000 TWh, c'est la consommation actuelle du monde en électricité. 20 000 TWh. Et si vous avez un facteur de charge, parce qu'on ne l'a pas évoqué, enfin c'est lié à la question du stockage, mais les renouvelables, par définition, c'est variable. Et vous avez les facteurs de charge qui sont quoi, de 1200, 1300 heures pour du PV, 2000 heures pour de l'éolien onshore et 4000 heures pour l'éolien offshore. 8750 pour le nucléaire. Non, oui, enfin. Quand ça marche. Quand ça marche. Non, on peut dire 7005, quoi. Bon. On va être gentil, on va dire 4000 heures. Donc 20 000 TWh divisé par 4000 heures, ça vous fait 5000 gigawatts. Il faudra avoir 5000 gigawatts à l'horizon 2050. Donc vous divisez 5000 par 30 et vous voyez combien il va falloir produire d'électrolyseurs par an. Juste pour vous donner un peu le tournis, quoi. C'est-à-dire que c'est une falaise, mais en 2030, ce n'est que le bas de la falaise. Ouais. C'est le camp de base. Et du coup, est-ce que les petits fonds auraient leur place là-dedans? J'ai envie de dire oui quand même, parce que la réalité, c'est que, en fait, il y a des grands projets qui vont demander énormément de capex. Enfin, Enagás Renovables, par exemple, c'est 3 milliards de capex, l'ordre de grandeur qu'on va devoir, par rapport au pipeline qui est identifié aujourd'hui, il pourrait grandir, etc. 3 milliards. Quel projet? Enagás Renovables, la plateforme dans laquelle on a investi en Espagne, d'hydrogène vert à destination de l'industrie, acier, raffinerie, etc. Et puis aussi, ils ont des projets au Chili et au Maroc. Mais en fait, la réalité, c'est que ces 3 milliards, avec Ion 4, on ne pourrait pas les mettre seuls. Donc déjà, on est en co-investissement avec Enagás, mais ensuite, à l'intérieur de chacun des SPV des projets, on va avoir des co-investisseurs. Donc en fait, ça va se répartir. Il y a un effet en fait à quel niveau de la structure d'investissement on peut se situer. Et on peut avoir des plus petits investisseurs qui nous rejoignent. D'ailleurs, un exemple aussi, c'est sur le premier investissement qu'on a fait, c'est Hy2Gen. On l'a fait avec la Caisse des dépôts du Québec, donc là qui pour le coup a des énormes poches d'investissement, mais aussi avec Mirova, qui a mis un plus petit investissement de notre côté. Donc en fait, on pourra continuer à co-investir avec des plus petits fonds, mais aussi avec des énormes fonds de pension qui vont pouvoir mettre des grands tickets, qui vont chacun avoir des horizons de tension différents, des objectifs différents, mais qui pourront se situer à différents niveaux de la chaîne de détention. Alena Farger, Swan Capital Partners. Merci beaucoup pour votre débat animé. Vous avez beaucoup évoqué la place de la régulation, qui fait du bien en donnant des petits coups de pouce, mais qui fait parfois du mal à certains projets qui font sens en mettant peut-être un peu trop de barrières. J'avais une question sur l'adaptation, comment vous adaptez vos stratégies d'investissement en vue de dernières propositions de RED 2 sur l'additionnalité des renouvelables et la cohérence spatio-temporelle. Alors, je pense que je peux répondre sur la partie financière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas de décision d'investissement tant qu'on n'a pas de visibilité sur la régulation, en fait, de la décision vraiment de lancer le CAPEX. En fait, on attend d'avoir une certaine visibilité sur ça. Donc, en fait, ça ne nous empêche pas d'investir dans des développeurs qui vont développer des projets. Et en fait, plus le développeur va avoir des projets variés avec différentes géographies et différents risques réglementaires, plus on va se sentir confortable parce qu'on va diversifier le risque, ou on va diversifier le risque à l'échelle du fonds. Mais sinon, à l'échelle d'un projet, en fait, notre logique, elle n'est pas si différente de celle d'un industriel. On va attendre d'avoir une vraie visibilité, une vraie compréhension de ce que va être l'off-take et de ce que va être les économiques du projet. Et ensuite, on pourra donner le go pour investir. Et d'ailleurs, c'est partie de nos reserve matters, même quand on est minoritaire, d'avoir en fait une protection sur le TRI qui lui-même va dépendre en fait de l'off-take qui va être obtenu. Alors, pour un paquet de projets qu'on suit, si vous voulez, aujourd'hui, leur problème, c'est pas tant les incertitudes sur la régulation, c'est plutôt ce qui se passe sur le marché de l'électricité. Pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, le manque de visibilité aujourd'hui que les industriels ont pour des projets d'hydrogène, c'est l'électricité, c'est à la fois en prix et en disponibilité.
Donc mon impression, mais d'un point de vue extérieur, des projets qu'on suit, c'est ça, les plus gros risques aujourd'hui, les plus gros points rouges dans les décisions d'investissement des projets, c'est que les choses se calment sur les prix et qu'on ait un peu plus de visibilité sur les volumes. Bonsoir, Pierre-Louis Delon, Société Finarine. Merci pour les présentations. J'ai une question qui est liée un peu aux aspects géographiques. On a parlé d'Union européenne, de réglementation européenne. On a parlé de coût de l'électricité qui était 70% du coût de sortie électrolyseur. On sait que l'électron vert en Espagne est beaucoup moins cher que dans d'autres pays d'Europe. Est-ce que, à l'avenir, on va pas du coup avoir une décentralisation de l'industrie, par exemple un Air Liquide ou un ArcelorMittal qui aurait tendance à se dire je vais développer mes usines proches de là où l'hydrogène vert est pas cher. Du coup, quel est le comportement des États vis-à-vis de la compensation en subvention? Comment se distribuent un peu les fonds européens avec cette balance qui est déséquilibrée? Je vais commencer. Alors, Air Liquide, vous inquiétez pas pour Air Liquide, on est présent dans 80 pays, mais surtout, en fait, on suit nos clients. Donc, on suit des projets. Donc, si Arcelor bouge, on bougera avec lui quelque part. Mais la question, je l'ai abordée tout à l'heure, je pense qu'elle est absolument centrale et qu'on n'a pas encore bien compris tous les effets de bord de ce qui est en train de se passer. Et donc, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? On voit des pays qui ont besoin d'importer de l'énergie. Alors, je pense Japon, Corée, Allemagne, par exemple. Donc, eux, ils sont en train d'essayer de développer toutes ces infrastructures d'import, donc en Australie, à Oman, au Chili, etc. Il y a la deuxième ligue de ceux qui en fait se disent moi j'ai du vent, j'ai du soleil et j'aimerais bien le valoriser, donc j'aimerais bien être un acteur de l'énergie de demain. Donc là je reprends encore une fois le Chili, l'Algérie, la Namibie, etc. Donc qui font des méga projets. Et puis après il y a quand même tous les acteurs du oil and gas d'aujourd'hui qui disent moi je vais quand même continuer à exister. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite et qui a le mérite de pouvoir fixer le prix de son gaz naturel, qui a sous son sol ils peuvent injecter assez facilement du CO2. Et puis ils ont en plus du vent et du soleil. Et donc quand on voit tout ça, effectivement, il y a des mouvements géopolitiques qui sont en train de se passer et qui vont impacter les entreprises. Et donc si on se met d'un point de vue européen, c'est sûr qu'aujourd'hui, un acieriste, on a parlé du DRI, là, donc de remplacer le coke par autre chose. En fait, on pourrait imaginer que donc, le DRI, donc les briquettes de minerai de fer, elles soient faites dans un pays où on peut faire ça pas cher, soit parce qu'il y a de l'énergie pas chère, soit parce qu'on peut injecter le CO2, donc l'Australie, le Brésil, le Canada, et Arcelor, il pourrait dire, soit moi je mets mon usine là-bas, et puis en fait je paye que mon transport, ou à l'inverse, je garde en France que la dernière partie après le DRI, parce que de toute façon ce sera bas carbone, et donc j'aurais pas à payer de CBAM, etc. Et donc il y a vraiment des gros enjeux en ce moment qui sont en train de se jouer, et je pense qu'il y a énormément d'industries qui se posent des questions. Je pense à la chimie, par exemple, mais c'est déjà le fait aujourd'hui. Ils ont l'habitude de jouer sur les niveaux de spread d'énergie entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, nous, on voit des usines chimiques en Europe, elles consomment moins, et aux États-Unis, c'est reparti. Donc, il y a tous ces effets de bord, il faut bien les comprendre. Encore une fois, on a un peu le temps parce qu'en fait, il faut construire les projets, il faut construire les chaînes d'import, les chaînes d'export, les chaînes d'import, etc. Mais c'est un vrai sujet, à mon avis, pour les pouvoirs publics. On va assister à une nouvelle géopolitique de l'énergie, ça c'est sûr. Des pays qui n'existaient pas vraiment sur le plan de l'énergie, je pense à l'Islande, la Namibie ou le Maroc, des pays qui étaient plutôt même importateurs vont devenir exportateurs. Et puis d'autres qui étaient déjà exportateurs, je pense à l'Australie, le Golfe ou d'autres, vont s'orienter vers des produits plus propres. Je pense que dans tout ça, il faut quand même intégrer la logistique, parce qu'il faudra m'expliquer comment on ramène de l'hydrogène depuis le Chili jusqu'en Europe. Ça ne va pas être complètement gratuit, cette affaire-là. Et puis par ailleurs, j'espère qu'on aura appris également du Covid ou de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire il y a les questions d'autonomie stratégique. Donc c'est gentil d'aller faire l'acier à l'autre bout du monde, mais un jour on s'apercevra qu'on n'a plus les moyens de faire de l'acier. Donc il y a ces considérations-là au-delà de l'économique. On va prendre une dernière question. Allô, oui. Bonsoir. Merci pour les présentations. Une question pour Gabriel et Mathieu. Gabriel, vous avez parlé de bankability
et aide sur le CAPEX et OPEX aussi, quel est le genre hors de grandeur aujourd'hui? Disons qu'on a une électricité compétitive, logique. Qu'est-ce qu'il faut donner sur le CAPEX pour que ça soit bankable aujourd'hui, pour vous? Alors, il y a autant de réponses que d'usages. Entre l'acier, l'ammoniac ou le raffinage, vous aurez des réponses qui sont complètement différentes. Pour une raison simple, c'est quelle est la molécule que je remplace ou quelle est la matière que je remplace. Est-ce que je remplace du gaz naturel? Est-ce que je remplace du charbon métallurgique, du diesel, etc. Ce qu'on voit dans un certain nombre de projets en Europe, c'est globalement, avec une subvention CAPEX de 50% et un acheteur un peu aidant, il y a un certain nombre d'usages qui deviennent, de projets qui deviennent bancables. Donc 50%, ça suffit pas pour rendre le projet totalement compétitif dans sa molécule d'origine, disons, dans son marché d'origine. Mais en tout cas, ça permet de gommer une partie substantielle de la prime verte qui fait que les acheteurs commencent à arriver. Il y a des exceptions très précises, notamment dans le monde du raffinage, où là, grâce à la réglementation RED II, les gens ont un incentive à acheter leur hydrogène décarboné beaucoup plus cher. Et donc là, on peut avoir des niveaux de subvention pour des projets bien ficelés, un peu en dessous de 50%. Mais c'est à peu près ça. Et après, il y a des projets qui, même avec une subvention de 80%, ont du mal à trouver leur marché. Donc c'est pour ça que ça va dépendre énormément à la fois de la molécule qu'on déplace et ensuite du sourcing d'électricité. Et là, les prix en Europe, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, entre le prix de l'électricité en Espagne et le prix aux Pays-Bas, ça n'a rien à voir. Donc là, pareil, est-ce que c'est la subvention CAPEX de venir gommer une partie de cette différence? Donc encore une fois, il y a énormément de possibilités. Nous, dans les projets européens, globalement, les gens, c'est un peu ce que les gens ont en tête, c'est 50%. C'est une sorte de golden number. Et Mathieu, le projet en Normandie avec Total, c'est bankable ou il y a des subventions en place? Alors, je vais faire la réponse de Normand, de Gabriel, ça dépend. Mais oui, il est bankable. Alors, le chiffre officiel, celui-là, je peux le dire, donc Bruno Le Maire est venu nous donner un chèque de 3 mètres sur 2, donc tout le monde a pu lire le chiffre, c'est 190 millions d'euros de subventions pour d'aide d'État pour ce projet. Mais on est sur un projet, donc on est à moins de 50% de CAPEX, mais par contre, comme le disait Gabriel, on est sur un projet où on a des clients en face qui sont prêts à s'engager parce que la régulation les pousse. Donc ça, c'est l'ordre 1. Encore une fois, maintenant, c'est l'ordre 1. Si on veut aller plus loin, on va être obligé de décarboner. Et donc là, on va faire du CCS. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas d'aide. C'est un calcul qui va être fait par rapport au coût de l'ETS. Et donc aujourd'hui, là, donc on revient à ces questions de qui paye quoi. Aujourd'hui, l'ETS, c'est 90 € la tonne. On voit que ça va aller rapidement, et je l'espère, vers les 200 ou plus. Aujourd'hui, une chaîne de CCS complète, je vous disais, en Europe, c'est 140, 180 € la tonne. Donc voilà, ça donne un peu des ordres de grandeur, mais on parle tout de suite de gros montants. Hein. Donc les enveloppes vont être vite consommées quand même. Et donc, par exemple, les 180 millions d'euros fait partie des 7 milliards annoncés. En fait, c'est plus de... Enfin, effectivement, tout le monde a dans la tête 7,2 milliards qui a été annoncé par Bruno Le Maire le 8 septembre 2020. En fait, le président Macron, quand il a présenté le plan France 2030, donc c'était un plan à 30 milliards qui maintenant est au-delà de 30 milliards. Et dans ces 30 milliards, il y avait 1,9 milliard pour l'hydrogène, plus probablement dans le volet décarbonation de l'industrie, il y aura aussi une place pour l'hydrogène. Donc nous, on estime qu'on n'est pas loin de 10 milliards. Mais comme c'est jamais simple dans la vie, en fait, ces 190 milliards, normalement, c'est un IPCEI. Donc on en revient à la question, il va falloir que la Commission européenne lâche les projets IPCEI. Et en fait, je pense que l'engagement qu'a pris Bruno Le Maire un peu en porte-à-faux, c'est bon, on vous aidera à l'IPCEI, et puis si vraiment ça ne marche pas, l'État français vous aidera, quoi. Mais oui, pour faire simple, je pense que c'est plus ou moins dans cette grosse enveloppe.
Te décourage pas, à l'automne, tu auras la réponse. Peut-être. Mais pour décarboner une tranche d'aciérie, par exemple, là, une tranche, c'est à peu près 1 milliard. Donc là, vous voyez, 400 millions pour décarboner partiellement un bassin pétrochimique. Quand on tombe dans la sidérurgie, on compte plus en centaines de millions, on compte en milliards. Merci beaucoup. Une dernière rapidement. On va devoir couper. Oui, merci beaucoup. En effet, vous avez parlé beaucoup de logistique et les problématiques de logistique, d'importation des gros quantités de hydrogène qui sont produits ailleurs, au Chili ou d'autres pays. Pourquoi ne pas considérer les LNG synthétiques? C'est quand vous mélangez votre green hydrogène avec les CO2, vous les importez. Ensuite, ici, vous avez presque la même logistique de LNG standard de gaz naturel et vous utilisez le CO2, vous le récaptez pour renvoyer vers le source pour ensuite de faire cette loupe. Pourquoi ne pas considérer ça comme... Oui. Si vous êtes sûr d'avoir du carbone de la biomasse, je veux bien être d'accord, sinon ça s'appelle du blanchiment. Non, mais après, il y a typiquement les Saoudiens sont en train de regarder ça avec le Japon et la Corée, de dire, bah voilà, vous faites... donc le bateau part avec du gaz naturel, il reviendrait avec du CO2. Les Norvégiens regardent aussi, ça fait partie des schémas qui sont regardés. Mais encore une fois, c'est des schémas compliqués. Ça veut dire que c'est deux chaînes logistiques. Les bateaux de CO2, c'est pas les bateaux de gaz naturel. Il y a du coût d'énergie pour capturer le CO2, le liquéfier, parce qu'il faut le transformer, il faut le transporter en phase liquide. Donc c'est tout de suite compliqué. Et c'est là où toutes ces bonnes idées, je prenais l'exemple tout à l'heure de manière un peu triviale, sur je prends du carbone et je le recombine avec de l'hydrogène pour faire du méthanol chez Vicat ou des SAF pour Air France. La réalité, c'est que quand on empile les rendements, etc., en fait, il n'y a pas beaucoup de vecteurs énergétiques qui sont aussi rentables quelque part que l'hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est son transport aujourd'hui. Pour le transporter, c'est du liquide, c'est moins 273 degrés, donc c'est très proche du zéro absolu. 253 avec un zéro absolu à 273, merci. Il y a un bateau aujourd'hui qui fonctionne entre l'Australie et le Japon. Il a fait son voyage inaugural il y a 2 mois, je crois. Il transporte 1250 mètres cubes. Donc c'est pour ça que les gens basculent vers l'ammoniac en disant bah ouais, l'ammoniac c'est peut-être pas si bête parce que c'est moins 36 degrés et que les supply chains existent. Donc tout ça bouge honnêtement quasiment tous les jours. Nous, on a des équipes, leur travail c'est de regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre les annonces, si elles sont vraies, pas vraies, si elles sont pour 2025 ou 2030. C'est extrêmement mouvant, donc je peux comprendre que pour vous c'est parfois un petit peu compliqué à suivre. Mais en fait c'est un micro-élément qui est crucial, mais de la chaîne de valeur. Ça n'enlève rien à la problématique qu'il faut produire de l'hydrogène et qu'il faut développer un marché de consommation. Ensuite, comment on va le transporter de A vers B? Il y a plein d'options, effectivement, qu'on a évoquées. Les technologies vont probablement nous trouver la solution qui est la moins bête, mais ça ne change pas, en fait, toute la problématique d'ensemble qui est de dire il faut produire de l'hydrogène et il faut développer les usages. Ce maillon-là, les solutions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'ammoniac. L'ammoniac a un deuxième intérêt. C'est un peu ce que j'expliquais, c'est que le marché existe. Le marché de l'ammoniac existe. Donc les gens ont tout intérêt à développer des gros productions d'hydrogène qui servent à produire de l'ammoniac. Et d'ailleurs, ça répond en partie à votre question sur la délocalisation des industries. C'est assez intéressant de voir où étaient localisés les producteurs d'ammoniac. C'était proche des champs gaziers. Demain, globalement, il n'y a plus aucun intérêt à laisser des usines d'ammoniac proches de champs gaziers qui seront soit vides, soit devront payer une taxe carbone. Donc l'industrie de l'ammoniac, effectivement, a tout intérêt à aller se relocaliser au milieu des déserts où elle pourra produire de l'ammoniac vert. Mais donc, effectivement, pour répondre à la problématique de l'ammoniac, la logique de tous les projets d'ammoniac, c'est de dire on va commencer par servir le marché de l'ammoniac existant, et puis peut-être qu'un jour on arrivera à craquer l'ammoniac quelque part en Europe, et l'ammoniac ne sera que cet élément de transport dont vous parlez.